Radio Mundus, l'émission des généraux de canapé, avec Diderlord, Faras et Benoît. Le programme, on est toujours sur la même chose, donc l'actualité de notre communauté et des jeux que nous suivons. Et ensuite nous revenons, après un petit détour par le 3, sur l'histoire des jeux vidéo avec les cités-états italiennes. Alors actualité, on va d'abord faire un petit tour par un point que vous avez pour la plupart remarqué, les problèmes sur le forum. Donc nous avons eu des problèmes de serveurs et nous avons décidé de faire une migration. Donc les problèmes de serveurs étaient assez récurrents depuis un an. Et donc là nous avons décidé de prendre une machine plus puissante. Et la transition a eu quelques soucis sur des problèmes informatiques. Rien de très grave, mais ça a pris du temps. Donc maintenant les nouveaux serveurs sont en place. Le fourreur en fait a épuré la base de données et continue de travailler de manière générale sur l'infrastructure informatique. Donc normalement tout va plus vite et tout va bien aller. Il y aura juste pour ceux qui vont durant la nuit, vous aurez peut-être quelques coupures parce qu'il y a des maintenances qui vont être faites. Ceci va aussi nous emmener pour la rentrée sur un nouveau forum et donc des évolutions. Donc on va se dire à peu près début septembre, enfin début septembre, et on organisera peut-être un petit teasing du forum durant l'été pour montrer un peu à quoi il ressemblera. Concernant l'émission en elle-même, donc Didart, tu as mis les émissions MP3, si je ne me trompe pas. Je les ai en format MP3, mais maintenant il faut que je sache où les poster. Tout à fait. Et donc en fait, avec le nouveau serveur, on va gagner plus de place et on va voir pour nous-mêmes les héberger pour être sûr qu'elles ne disparaissent pas dans 2 mois après avoir été hébergées. Donc là, c'est bon. Ensuite, au niveau actualité, alors Homeworld, Raph continue de préparer sa campagne. Là-dessus, bon, nous-mêmes avons peu d'informations pour le moment, c'est juste qu'il travaille avec le fourreur, mais que le fourreur est aussi occupé par le serveur, donc là ça a pris un petit peu de retard, mais ils travaillent tous les deux pour faire une campagne sur Homeworld, la version remasterisée si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être la version HD. Mais c'est, voilà. EU4, on a eu un patch, il y a 2 jours, c'était il y a 2 jours, je Oui, crois, oui, il y a eu une un mise à petit patch jour correctif. mise à jour du bidule du patch bêta. Oui, pour tous ceux qui... Alors, je l'ai pas encore testé, enfin j'ai pas testé en multi, donc on espère qu'il sera un peu meilleur en multi, mais On va découvrir ça ce soir, si ça va mieux. les évolutions sont un peu difficiles. Nous avons eu également des évolutions sur le nouveau monde aléatoire qui a été mis en place, enfin qu'ils essaient de mettre en place pour l'améliorer. Il était temps parce que il avait pas été mis à jour alors que l'Amérique avait vu son nombre de provinces être multiplié par 2. Oui. Donc voilà, donc là-dessus ils y retravaillent, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais c'est bien. On a eu, bon après, les DD ont été quand même assez limités par rapport depuis Common Sense, puisque la plupart étaient sur des aspects secondaires, donc sur comment marche le fonctionnement, l'organisation interne de Paradox sur le développement. Bon, pas grand-chose d'extraordinaire. Sur sur CK2, donc là par contre sur Onslaught, là ça a pas mal évolué, puisqu'on a eu le patch note, on a eu Ah, un j'ai- DD. Avec une On... sacrée liste. Ah oui, énorme. Il sort dans 3 jours, du coup. Le mardi. Nous avons eu une vidéo qui montre les grosses évolutions, plus des vidéos d'Arumba qui ont été postées sur le forum concerné, le forum de CK2. Donc voilà, donc là il y a pas mal d'informations. Il arrive mardi, on espère qu'il sera stable. Sachant que le patch est comme surtout un patch correctif. Il y a peu de vraies nouveautés, mais ils ont l'air de corriger pas mal de bugs. Ouais, non. Il y a quand même un grand changement, c'est au niveau des fichiers, notamment pour le modding. Oui, Ils ont tout restructuré, vraiment, en plusieurs fichiers, donc ça va être un peu difficile pour adapter les mods. Hein. Ça prendra un peu de temps, hein, parce que... mais par contre apparemment ils disaient que ce serait plus simple après pour modder. Oui. Il y a peut-être une petite maintenance, mais que ça serait beaucoup plus simple. J'espère vraiment aussi que ce soit plus simple. Il y a des choses qui sont très intéressantes de toute manière dans dans l'extension. En plus, ils diront qu'il y a certaines choses qui pourront être modées en plus, notamment les types de gouvernement. Ça, c'est assez cool. Ah, ça toi t'attends, je suppose. Ah bah ouais, avec impatience. Aussi, ce que j'aimerais bien faire aussi, mais je sais pas si c'est possible, ils l'ont pas dit, c'est modder la route de la soie.
Et en fait, Euh, changer la route de la soie en fait plutôt en les grands réseaux commerciaux du Moyen Âge, tout simplement. je crois qu'ils ont dit qu'on pouvait y retoucher, je crois. J'espère, parce que par exemple, ce qui serait bien de faire, ça serait la route entre l'Italie, surtout Gênes, jusqu'à Anvers, et qui passe par les foires de Champagne. Et les foires de Champagne, à l'époque du Moyen Âge, c'est un peu les plus grandes foires au monde. Donc, contrôler justement les foires de Champagne, les routes, etc., ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu vois, et pas s'arrêter qu'à la route de la soie. Il y a d'autres routes commerciales qui sont tout aussi intéressantes. Il y a aussi les routes de l'or. Ouais, Entre, tu veux étendre le principe à toute l'Europe alors qu'eux ils se sont limités à faire traverser pas que l'Iran et l'Europe. la En Haute-Asie. fait, ils se sont limités pour le moment, mais enfin, c'est typiquement un mécanisme qu'ils peuvent réutiliser Bah pour autre ouais, chose. Hein. c'est clair. Mais pas que pour l'Europe. Moi, je pensais aussi à la route de l'or entre le Mali et le Maghreb. Tout ce qui est le contrôle de Sijin Massa et compagnie, c'est super important. Donc, j'espère que ce sera modable pour ce genre de choses. Faut espérer, mais en tout cas, enfin, le mécanisme. C'est vrai que pour la route de la soie, je trouvais ça super comme mécanisme de commerce adapté à CK2. Oui, ouais. L'idée peut être extrêmement intéressante et très adaptée à autre chose, à condition aussi que ça soit pas trop lourd à gérer pour le jeu. Oh, Là, je apparemment, pense pas. ils l'ont réoptimisé encore. Oui, ce qui paraît, ouais. De toute façon, le commerce sur CK2, il y avait un problème, il était quand même assez limité. Quasiment inexistant, mais on va Oui, pas le oui, dire, c'était hein. oui, c'est vrai que oui, c'était juste une série de bonus pour les républiques marchandes. Il y Ouais, avait Ouais, aucun plutôt, impact. oui. Là, il y a vraiment des choses très intéressantes. Hmm, Et ça, en c'est plus, vrai. et en plus avec l'idée qu'elles sont évolutives par rapport à la guerre, au pillage et tout, et ça c'est très très intéressant. Ouais, tout à fait. Parce que, historiquement, en fait, ce qu'on appelle la Pax Mongolica, donc la paix des Mongols, a extrêmement développé le commerce. Puisque, étant donné qu'il n'y avait plus qu'un seul État mongol, surtout l'Asie centrale qui contrôlait une majeure partie de cette route de la soie, mais il n'y avait pas que de la soie qui a changé. Ça a permis vraiment de revitaliser le commerce de l'Okuman, du monde connu. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment bien par contre. Ouais. D'ailleurs, oui, en parlant d'optimisation, je sais pas si on l'avait dit, mais E4 est beaucoup plus rapide qu'avant avec le patch Common Sense. Enfin, pour ceux qui ont tenté de mettre la vitesse 5, il y a un gain de vitesse qui est impressionnant. Ah oui, le jeu est plus fluide. Et j'ai l'impression qu'il l'est plus, pas depuis la sortie du premier patch de Common Sense, plus que Common Sense lui-même. Moi, j'ai vraiment eu après, l'impression le que le patch est jeu arrivé était quasiment le jour d'après, donc je sais pas, enfin je me rappelle plus exactement. Mais enfin, disons que de manière générale, depuis tout, du moins la sortie de Common Sense et des patchs, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Victoria 2, On a il une y a- GPO en cours avec une dizaine de joueurs. oui, et Donc donc Victoria survit. que nous mettons sur Twitch, enfin qui est diffusé sur Twitch, et peut-être sur YouTube, il y avait le projet, comment ça avance cette idée? Ah, de faire des vidéos de résumé? Ouais, Ah, je sais pas du tout. enfin, les organisateurs parlaient de peut-être le faire si c'était possible. Enfin, donc, Faut bon, que je on pose la verra. question à l'Arc s'il a toujours l'idée de le faire. Hmm. Arma 3, reprise des scénarios de la chasse à l'homme. Puisque alors la dernière fois, ça date d'il y a comme quelques années, d'après ce que j'ai compris. C'était peut-être vieux de 2 ans, 3 ans peut-être, les chasses à l'homme. 2 ans. Oui, 2 ans, je dirais. Et voilà, donc là, on a repris l'idée. Donc il y a un camp de chasseurs, un camp de chassés. Le but des chassés, c'est de s'enfuir de la carte. Et le but des chasseurs, c'est de les en empêcher. Elles ont été diffusées sur Twitch. Et c'était très marrant. Surtout de voir un Elanion qui, pour lui, c'est chasseur-chasseur. Donc même quand il est chassé, il part à la chasse des chasseurs. Donc, Avec son Colt. avec son Colt et un Stinger. Ouais, donc on peut que vous conseiller de nous rejoindre ou de regarder, parce que c'était vraiment très agréable. Dans la partie toujours, sur dire simulation, sur deux choses, Red Orchestra Rising Storm 2 a été annoncé au Vietnam, avec des hélicos. Donc ça pourrait... Donc Archange a fait une présentation, enfin des annonces. Là par contre ça peut être très sympa, enfin un jeu sur le Vietnam avec les forêts bien denses, un terrain difficile, ça peut être très très intéressant. Et puis bon, peut-être un jour du napalm, mais bon, voilà là. Le Vietnam et le napalm. On n'en reverra plus jamais. Une vieille histoire d'amour. Et là, le Vietnam et l'agent orange, tant qu'à faire, c'est ça aussi? Également d'ailleurs, en parlant de Red Orchestra 2, il y a Archange qui va mettre une vidéo sur YouTube pour présenter le jeu ce week-end, aujourd'hui ou demain.
Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le jeu, notamment il y a du multi qui est organisé de temps en temps, il y a 3-4 joueurs actifs. Il essaye d'organiser des soirées multi, oui. Blood Bowl 2, les précommandes, on peut précommander le jeu et c'est la honte, c'est une honte totale. Puisque si vous précommandez, vous avez le droit à une race gratuite. Ce qui veut dire que les races sont déjà prêtes et vous pouvez mettre enfin, vous pouvez les avoir seulement si vous précommandez. DLC. Et après c'est du DLC, ouais. Et pour le coup, là on n'est pas sur un élément subsidiaire. Les races c'est vraiment important dans le jeu. C'est la base du jeu. Qu'est-ce que c'est étonnant. Ouh là, je Non, m'attendais pas mais du là, tout à ça. tu vois, si c'était juste du cosmétique, de machin, un petit truc à tout bête, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment sur la base du jeu. C'est pas juste un truc dont on peut se passer. Et en plus, ça veut dire que même si tu précommandes, t'as pas toutes les races. Même si tu précommandes ton jeu, il te manque au moins une race. Mais ça m'étonne pas, hein, mais c'est de plus en plus ça. Je veux pas être méchant, mais qu'est-ce que fait CA? Ça, oui, bah oui, les factions en kit, mais j'ai bon. pas dit pour ça, c'était bien. Je dis que ça m'ennuie que ce soit fait sur d'autres éléments, quoi. Non, mais écoutez, on va reprendre quelque chose, d'accord? Il y a 6 ans, je crois, à peu près, Nintendo a dit ouais, nous on fait pas de DLC, vous voyez, on n'est pas comme les autres, etc. Voilà, nous on propose des vrais jeux, pas coupés et compagnie. Sauf que, hein, quand on regarde à côté, on s'aperçoit qu'il y a 14 troulions, troulions, qui est une sorte de concentration entre couillons et millions et trillions de gens qui vont acheter des DLC. Donc pourquoi il se passerait de ça? C'est ça que je comprends pas, c'est que c'est des entreprises, les gars. Si personne n'achetait les DLC, ils arrêteraient d'en faire. Le problème, c'est que, étant donné que il y a une belle masse d'abrutis qui continuent à en acheter en disant oui, mais ils comprennent pas, c'est pour soutenir les développeurs et patati et patata, et ben c'est normal que le système il s'étend s'il marche, je sais pas. Ah, mais là, il s'étend de plus en plus. Là, c'est que le DLC se met à vampiriser le contenu du jeu avant même sa sortie. Les gars, il suffit juste d'arrêter d'acheter les DLC. Sinon mais il y a plein de DLC, t'es pas obligé d'en acheter. C'est juste que là, par contre, c'est le cœur du jeu. C'est-à-dire, si tu veux. Ouais, c'est pas une tenue ou une quête en plus dans un RPG ou je ne sais pas un petit truc cosmétique dans un MOBA. Attends, tu veux dire que tu t'étonnes qu'après t'avoir fait bouffer le doigt, ils vont remonter tout le bras? Ah, et ça t'étonne? Non mais ouais, je veux dire. Je donne un exemple, mais à part si tu veux jouer en multi, les DLC de CA, au pire tu les achètes pas parce que voilà, ils sont pas forcément d'une excellente qualité, par exemple. Ouais, mais ça reste obligatoire si tu veux une faction. Ton troulion, il va l'acheter et celui qui est pas troulion, il va se dire oh c'est de l'arnaque, je vais continuer avec le jeu de base. Ou je vais traficoter mon jeu avec des mods. Ouais, bah oui. Mais c'est juste que là, c'est pour ça que c'est moins la race dans Blood Bowl, c'est le cœur du jeu. C'est vraiment, ce sont les équipes, quoi. Si t'as une équipe que tu peux pas jouer, point. Ou alors faut que tu l'achètes. Et à la limite, bon, si jamais ça sortait dans le cas d'une extension qui font des trucs, on pourrait encore l'admettre, mais c'est juste que là tout est prêt et que même en précommande, t'as même pas le jeu complet. C'est un point encore plus loin parce que même si tu précommandes, t'as même pas ton jeu avec toutes les races qui sont déjà prêtes. Après Rome 2, il y avait exactement la même chose, il y avait des factions qui étaient toutes prêtes à être jouées, mais il a fallu attendre des DLC pour les débloquer. C'est vrai que c'est la même logique. C'est une même logique de. Mais le problème, c'est qu'il y a personne qui râle. Ah si, il y a pas mal de monde qui râle contre les DLC, mais il y a toujours beaucoup de gens qui les achètent aussi. Voilà, c'est ça le souci. Parce que, imaginons, par exemple, on organise des milices. On sort dans la rue et on tabasse les gens qui achètent des DLC. Ah ouais, d'accord, des ratonnades anti-DLC. Ah, c'est la violence. Et on leur mettra des étoiles jaunes et tout, c'est ça, d'accord. Okay. Exactement. D'accord, on va faire une politique de ségrégation de ces gens-là, d'accord. Mais après, pareil, le DLC, parfois, ça remplace l'extension. On préfère te mettre des DLC que de mettre une extension, et dans certains cas, ça peut être très bien fait. C'est le problème, en fait, de ce qu'on appelle par DLC. Parce que c'est vrai qu'il y a des DLC extensions qui apportent vraiment des choses. Je crois que c'est dans GTA 4 qu'il y avait The Ballad of the Gay Tony, voilà, qui apporte vraiment des choses en plus, et tu vois que ça n'a pas été coupé. Tu vois que c'est vraiment un truc qui a été développé après pour améliorer les choses, etc., ou pour apporter quelque chose de nouveau. En ce cas-là, je dis pourquoi pas. Voilà, comme les futurs DLC de The Witcher. Il y en a déjà plein qui sont sortis et. Attends, c'est autre chose parce que The Witcher il distingue clairement DLC et extension. Et ils ont dit les DLC c'est des petits trucs cosmétiques ou des petites grappes de petites quêtes gratuites. Et à côté il y aura une à deux extensions qui elles auront un gros contenu et seront payantes. Mais ils distinguent clairement. Alors qu'il y a beaucoup de jeux
où c'est pas très clair. La différence entre un gros DLC et une petite extension, et les deux étant payants, c'est flou. Moi, ce qui m'avait pas mal choqué, c'était PD2. C'est, enfin, c'est un jeu complètement kit. Et t'as une énorme partie du jeu qui est acheté en plus. Mais ça m'étonne pas, et je parie qu'il a été vendu 70 euros une brique quoi. Oui, c'est assez catastrophique. Bah oui, mais les gens ils continuent d'acheter, donc ils vont pas s'arrêter les gens. Je veux dire, ah mais je sais pas. on est d'accord, mais tu vois, mais par exemple, de la même manière que j'ai pas acheté Rome 2, j'achèterais pas Blood Bowl 2 pour ça. Parce que c'est juste complètement une honte. Ouais, oui, c'est tout à fait logique, effectivement. Faut boycotter. C'est ça, nous allons bannir du forum tous ceux qui achèteront, Blood Bowl 2. Command & Conquer, alors il y a du multi qui se fait de temps en temps, et il y a surtout de très gros tests qui sont faits par Netherland. Enfin, c'est même plus un test, c'est une analyse complète de la série. Mais je vais bientôt passer à la 3ème partie. Chaque partie faisant 10 pages, c'est... Ouais, c'est très intéressant, mais bon, puis c'est un énorme retour dans le passé, mais c'est grand, c'est énorme. Avec certains des plus beaux monuments du jeu de stratégie de l'époque. En parlant de ça, le multi sur Age of 2 qui est un peu ralenti, bon, c'était normal, mais qui s'organise toujours. En même temps. Enfin, de toute façon, de manière générale, la plupart des choses organisées vont un peu ralentir, et ça va passer sur du fait comme ça, organisé rapidement le soir. Hein. C'est bon, là les gens partent en vacances, ils reviennent, ils savent pas complètement s'ils ont soirée ou pas. C'est normal, je pense que ça va fonctionner comme ça durant l'été. En dehors des parties multijoueurs, des gros jeux, on va sûrement passer sur des choses un peu plus intuitives. The Witcher 3 d'ailleurs, parce qu'on en parlait avant de commencer l'émission, et puis on en parlait aussi pendant, il a eu un patch récemment. 1.07 je crois pour le chiffre. Ouais, qui corrige pas mal de bugs qui étaient un peu emmerdants, notamment au niveau du cheval. Oui, parce que moi j'aime bien le cheval qui vole ou qui fait des sauts de 100 mètres de haut. Il est pas parfait le cheval. Il a quelques petits problèmes. Gentil Ablette. Mais de toute façon maintenant t'as remarqué, il appelle tous ses chevaux Ablette. Oui, j'ai vu. À un moment on lui pose la question, c'est dans tous les cas, moi mon cheval je l'appelle Ablette et puis c'est tout. C'est plus facile à retenir comme ça. Ouais. Et voilà, donc amélioration globale des performances du jeu, puis correction de plusieurs bugs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour de l'actualité, mais en même temps ça commence à arriver plus calme, hein, parce que de manière générale... C'est les vacances. Oui, tout le monde commence à arriver en vacances. Dernière chose, Act of Aggression en promo, et en précommande à moins 15%. Ah oui, ça par contre, pour tous ceux qui sont intéressés. Et puis il y a eu des DD depuis Oui, bah, je continue de toute façon. Je crois qu'il y a en moyenne 3 DD qui sortent par semaine. Mais moi, bizarrement, deux d'unités et un gros, ça marche comment? Il y a un DD d'unité, un DD sur le gameplay, et un autre sur quelque chose de random, soit le background, soit la conception de l'univers, soit des trucs comme ça, le design. D'accord. Et au fait, avant quand même de passer à autre chose, Faras, ton avis sur le Gwent? C'est vraiment bon. Hein. Au départ, ça a l'air simple. Non, mais au départ, ça a l'air super simple. Mais en fait, c'est vachement compliqué à tout gérer, puisqu'en fait, il renouvelle pas ton stock de cartes. Donc, sauf les cartes spécifiques. Et il monte en complexité au fur et à mesure du jeu. C'est ça, exactement. Donc, c'est un très bon jeu dans le jeu. Une belle réussite, et ça encore. Ça me rappelle. Ce petit problème, je trouve, les races, les factions sont pas équilibrées. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. Alors après, ça dépend des cartes sur lesquelles tu tombes, parce qu'il y a une partie des cartes qui sont aléatoires que tu gagnes, mais le Nord et l'Empire sont clairement au-dessus des deux autres. C'est affligeant. Parce que en gros, la base du jeu, c'est pas dur, c'est d'avoir des cartes plus puissantes que les autres pour dépenser moins de cartes pour avoir plus de force, et c'est pioché. Or, les deux factions qui piochent et qui ont les cartes les plus fortes, c'est le Nord et l'Empire. C'est tout à fait ça, effectivement. Mettre un peu de rééquilibrage serait pas sympa, sympathique, mais bon, après c'est pas leur jeu principal, hein. C'est pas comme s'ils avaient fait... Quoique, moi j'y joue pour ça. Le Gwent va-t-il devenir un concurrent à Hearthstone? Pas possible. Parce que,
Mais là, si on peut parler d'un truc qui est tout à fait vrai, c'est la question des jeux de cartes en ligne. Parce que moi, je suis convaincu que les jeux de cartes en ligne, à moyen terme, ça va toujours dans le mur. À cause des extensions. C'est-à-dire que pour que le jeu de cartes en ligne marche, financièrement, il faut sortir une extension régulièrement. Généralement tous les 3-4 mois. Le problème, c'est que les nouveaux qui arrivent, ils ont tellement un retard de cartes à rattraper que au bout d'un moment, ils abandonnent le jeu. Après, c'est quand même en grande partie valide aussi, même quand c'est pas en ligne. Alors, pour reprendre l'exemple du plus célèbre jeu de cartes C'est vrai. qui existe, Magic, Mm. c'est- C'est tout à fait vrai, ouais. il y a juste FFG, éditeur, éditeur distributeur américain, qui a fait un système de cartes où tu achètes des extensions, mais tu as toutes les cartes dedans. C'est-à-dire que en gros, tu achètes l'extension, tu as toutes les cartes de l'extension, et t'as pas une partie d'aléatoire pour trouver et autres. Mm. Et Ouais, c'est pas mal. l'idée est assez intéressante, je trouve. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que bon, voilà, je pense qu'on a passé le temps, il faut acheter 90 boosters pour tomber sur le dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Non, mais c'est vrai, donc, Oui, oui, oui. voilà, je vais pas être méchant, Petite mais... question de Jibois, les lives multi Crusader King 2 comme avant-hier, bah c'est le dimanche généralement Crusader King, leader si je me trompe pas. C'est le dimanche et les soirées où on peut le caser, donc parfois le jeudi aussi. Généralement ça tourne le dimanche, jeudi, les Crusaders. Et Victoria c'est le vendredi et parfois le lundi par exemple. Sachant que mardi on va sûrement essayer de faire un petit truc, une petite partie le soir si on n'a pas un emploi du temps trop chargé pour présenter un peu l'extension et voir les choses. Sachant que toi tu auras sûrement une partie en solo pour avec tes hordes. Ah, peut-être. Et à moins que tous les autres soient chauds pour tenter directement un multi. Et que le jeu le permette. Oui, ah Bon, ça autant Common Sense c'est génial découverte. en solo, autant en multi. La Command ça marche jusqu'à 8. Ouais. Le problème c'est qu'on était plus habitué à ne jouer qu'à 8 en multi à Europa. Non, 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 là on est plutôt au-dessus de 40 généralement. Moi je veux y croire, ce CK2 marchera très bien et je pourrais faire un grand empire des steppes. Mais je pense que CK2 sera plus stable, déjà parce qu'il y a une base de joueurs qui le testent qui est beaucoup plus grande avec leur nouveau système, et parce qu'il y a moins de nouveautés qui sont mises. Enfin, de manière générale, il y a beaucoup de corrections de bugs en fait. Il y a quelques nouveautés, mais ça reste un très gros patch de correction de bugs. Donc je pense que ce sera plus simple que pour Common Sons qui a quand même refondu pas mal de choses. Donc je crois qu'on a terminé sur l'actualité, sauf si on veut reparler pendant 3 heures de The Witcher 3 qui le mérite amplement. Non, je crois pas. C'est la sortie des trucs sur Total War Il y a eu Warhammer. Warhammer, non. Non, je crois pas qu'il y ait eu grand chose. Je jette un coup d'œil dans le forum, au cas Je où. sais pas, Mais vont pas, je crois pas. Non, honnêtement, j'ai rien vu récemment. ils vont pas faire un DLC sur le nouveau Age of Sigmar. Alors, ils attendront un peu. Non, bah non, bien, ils feront une extension. Ah oui, une extension, bien entendu. Et DLC ce sera pour les factions. Oui, déjà, oui, effectivement. Toutes les factions manquantes. En fait, je pense qu'il y aura des extensions pour les races et des DLC pour les factions dans les races. Je pense qu'ils vont nous faire un système comme ça. Ça fait possible, hein, il faut essayer Et de... donc en gros, bah, t'achètes par exemple je sais pas, tes hauts elfes, je m'en fous, et après tu peux avoir des DLC pour avoir tes lions blancs de je sais plus quoi, tes gardes phénix de machin, enfin des différentes régions même d'Ultuan, ce genre de choses. Mhm. Ouais. Ah, il Ouais, faut mais vendre, hein. Faut oui, vendre, c'est hein. ça, il faut susciter le plus de trucs possible, donc c'est tout à fait logique. Je les vois bien faire un système comme ça. Bon, bah, on verra. Non, je crois pas qu'il y ait eu grand chose, bah, en dehors des modes où ça avance sur certains modes. Total War est assez calme, mais en même temps, après, bon, toutes les entreprises sont assez calmes ces temps-ci. Ouais. Donc, le débat, Mm. les cités-états italiennes et leur représentation dans les jeux vidéo. Euh... Quelqu'un veut commencer?
Bon, vas-y, je vais m'y lancer. Ouais. Bon, moi, je vais pas utiliser des noms d'oiseaux comme Farah, il le fera après moi. Mais en gros, à mon avis, c'est très mal représenté. Et qu'importe que ce soit du Paradox, Oui. du CA ou autre, c'est très très mal représenté. De base, aucun jeu ne peut afficher toute leur diversité. Parce que voilà, donc moi en fait, les trois gros points qui manquent, même par exemple si on prend un jeu comme Medieval ou autre, la carte est pas assez détaillée. Parce que les cités, l'Italie à ce moment-là, ce sont des conquêtes territoriales très réduites. Enfin, la Ligue de Cambrai, qui est censée contrer l'hégémonie vénitienne, Venise, c'est pas très grand, enfin, c'est pas très grand entre guillemets à ce moment-là, c'est pour deux trois villes qu'on se bat. Les systèmes politiques ne sont généralement pas assez poussés, parce qu'il y a des relations très profondes qui touchent au côté dynastique, avec des mariages, il y a des histoires de coalition et autres, et je le sais. Il n'y a aucun système, même Paradox, qui arrive à représenter toute la finesse de ces relations. Et par exemple, pour donner une idée, enfin voilà, quand Milan est, on va dire entre guillemets, à deux doigts d'unifier l'Italie sur la période de la Renaissance, c'est avant tout politique. Ce sont d'abord des alliances politiques qui se font à ce moment-là, et Milan qui entre guillemets a une hégémonie pendant un court moment. Et aussi, il y a aucun jeu qui arrive à mettre en place l'évolution historique de l'Italie, avec un intérêt énorme à y aller durant le Quattrocento, enfin en gros on va dire 1450, 1550, 1570, enfin après on peut y jouer, on peut dire la date on va dire de fin de l'intérêt d'Italie, et après un déclin de l'intérêt. Soit généralement l'Italie est trop importante et tu y vas tout le temps et ça représente, enfin et ça perd un peu de son intérêt, soit elle est pas importante, elle est moyennement importante et là tu t'ennuies et tu t'y intéresses pas. Moi, à mon avis, ce sont les trois gros points. Enfin, moi, titre personnel, ce sont les trois gros points qui manquent, je trouve. Ouais, non, mais la critique est assez complète. Hein. C'est vraiment sur plusieurs points. Si on va partir chronologiquement, donc bon, quand on parle cité italienne, on va pas quand même parler d'antiquité. On pourrait, parce que c'est aussi bien représenté. Et on part donc de Crusader King 2 au départ. Toute la période médiévale, on va dire. Ouais, toute l'époque médiévale, il manque. Mais ça, c'est un manque général hein, qui est dans Crusader King 2 que j'essaie de représenter dans mon mode un peu à la va-vite. C'est malgré sans doute un vrai modeur. C'est au niveau de ce qu'on appelle la mutation féodale. Il n'y a pas de mutation féodale dans Crusader King 2. Or, sans la mutation féodale, on ne va pas comprendre deux choses. On va comprendre, un, la féodalité, c'est con hein, ce que je viens de dire. Et deux, pourquoi en Italie il y a des cités-États qui reprennent le pouvoir, mais qui vont prendre le pouvoir. Comment ces communes vont prendre le pouvoir face à la noblesse ou au contraire avec l'aide de la noblesse. Et il n'y a pas ça. Dans Crusader King 2, on commence sous Charlemagne sous un régime féodal. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce qu'au contraire, chez Charlemagne, les comtes, ce sont des fonctionnaires qui sont nommés, qui sont révocables, qui sont contrôlés par les Missi Dominici. Et c'est parce que la puissance des Carolingiens qui vont devoir s'appuyer sur la noblesse pour avoir de meilleures prétentions que leurs frères, et autre chose aussi, la montée au pouvoir des nobles comme puissance terrienne, etc., que le pouvoir carolingien, que le pouvoir central va abandonner les pouvoirs régaliens. Il va abandonner la justice, il va abandonner le fait militaire. C'est comme ça que va se créer la féodalité qui va de plus en plus descendre, d'abord au grand prince, puis au comte, puis après même encore plus bas, jusqu'au baronnie, petit châtelain. Et ça, il n'y a pas. Et sans qu'il n'y ait pas cette crise, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des naissances de ces communes. Déjà, il y a ça. Ça, je pense, c'est le plus grave. Mais ce qui apporte aussi, c'est que dans Crusader King 2, en Italie, il n'y a pas de commune, il n'y a pas d'évent. Et au moins, on aurait pu attendre un événement, tu vois, un événement, un machin, un truc chouette, quoi, pour montrer la montée en puissance, justement, des communes et des contestations. Il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Il n'y a rien en Italie. C'est comme tout autre bout de l'Europe. Oui, c'est un système féodal. Voilà, non, mais c'est exactement ça. C'est un système féodal, voilà, Youpide à Venise juste en haut, et... Il y a les cités marchandes apparaissent, mais c'est un peu par magie. Elles apparaissent soudainement. Gênes devient une cité marchande. Un peu après le début de la partie. Mais c'est le problème, c'est que les républiques en Italie, c'est pas que des républiques marchandes. Florence, c'est pas vraiment le paroxysme du marchand, quoi. Commerce, donc... Ouais, il y a quelque chose qui est raté.
Il y a quelque chose qui est bien raté. Et bon, ensuite, si on part au cœur, bien entendu, au cœur du problème, c'est-à-dire par rapport à comment ensuite elles sont représentées quand elles sont apparues, là, encore une fois, c'est vrai qu'il y a un souci au niveau politique, parce que notamment il y a des oppositions qu'on ne trouve pas. L'opposition majeure dans les communes italiennes, c'est entre le popolo grasso et le popolo minuto. Le peuple gras et le peuple menu. Donc le peuple gras, on pourrait l'assimiler de très loin à la bourgeoisie, et le peuple menu, le reste. Et c'est cette opposition, en fait, qui fait tout le jeu politique dans les cités italiennes. Avec, par exemple, la révolte des Ciompi à Florence. Et avec, par exemple, des nobles qui vont s'appuyer sur le peuple menu pour accéder au pouvoir et pour ensuite confisquer le pouvoir en essayant d'imposer aussi une sorte de dynastie avec des podestats, un peu comme les Médicis. Oui, il n'y a pas du tout ce jeu subtil, etc. Et de toute façon, les républiques marchandes sont elles-mêmes, comme je l'ai déjà dit, mal représentées dans Crusader King 2, puisqu'elles sont sur le modèle de Venise, qui est un modèle à part, qui est un modèle extrêmement à part, parce que Venise, c'est une terre d'Empire d'Orient. Venise, elle a qui à sa tête? Un doge, ça n'existe pas en latin. Doge, c'est faux. Doge, c'est la prononciation italienne d'un mot, c'est dux. Elle a un duc byzantin, un dux, en grec. Et le doge, au contraire, ne se retrouve pas dans les autres cités, sauf qu'après, en 1400 tout, il y a Gênes qui va éviter. Mais c'est des consuls, généralement. C'est le mot consul qui est utilisé, très utilisé. Même dans le sud de la France, on utilise le mot de consul pour désigner les magistrats qui gèrent les cités. À Perpignan, par exemple, on parle de consul. À Toulouse, on parle de capitoul. Ceux qui sont sur le Capitole, mais c'est consul en latin. Et il n'y a pas ça. D'ailleurs, voilà, si j'étends aussi un peu, il n'y a pas que les cités-états italiennes. Le mouvement communal, c'est un mouvement qui a touché l'ensemble de l'Europe. Et ce n'est pas un Crusader King 2, c'est-à-dire que vous n'avez pas des pétitionnaires qui vont vous réclamer l'autonomie. Chose qu'il faudrait qu'il y ait. Et oui, c'est vrai que sur cette même le conflit politique entre les communes et le roi, enfin entre le roi, entre le peuple et la noblesse n'existe pas. Enfin, c'est juste, oh tiens, vas-y, je décide de construire une ville parce que je veux plus d'argent, je décide de construire un château parce que je veux plus d'armées, puis voilà. Ça va pas plus loin, il y a juste de temps en temps les marchands qui viennent te voir, oui, baisse tes taxes s'il te plaît, sois sympa avec nous. Oui, c'est exactement ça. Baisser les impôts de la cité. Que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que déjà il y a un problème, qui d'ailleurs dans Medieval 2 Total War, c'est le fait que château et cité, c'est pas pareil. Sauf que je vous mets un Carcassonne, je veux dire, c'est la même chose. Et dans la plupart des villes, c'est la même chose. Il n'y a pas genre un château tout seul, là, comme ça, etc. Généralement, quand vous avez une cité, il y a un château à l'intérieur. C'est bête, hein, mais et généralement, c'est les lieux défendus. Une cité, c'est difficile à prendre. Un château, peut-être un peu plus, mais un château, tu t'en fous. Une cité, tu t'en fous pas. Une cité, il y a du pillage à se faire. Oui, déjà, effectivement. Mais ensuite, un autre problème qui est très lié aux cités-états italiennes, c'est le problème des guelfes et des gibelins. Et là, encore une fois, il n'y a rien du tout sur les guelfes et les gibelins. Sur les partisans du pape et les partisans de l'empereur. Parce que c'est aussi cette opposition-là qui va structurer l'indépendance et l'autonomie des cités-états italiennes. C'est parce que c'est l'empereur qui va perdre contre le pape que ces cités italiennes vont pouvoir imposer leur autonomie. Et tiens d'ailleurs, point assez intéressant, sur Europa 4, on a enfin ça qui est arrivé, avec un événement qui pop en début de jeu, et qui te dit, bah à telle date, si l'empereur, je sais plus les conditions, enfin mais en gros n'a pas un pouvoir suffisant en Italie, bah les cités-états italiennes sortent de l'Empire, depuis Common Sense. Alors c'est bien, moi je vais être franc, je pourrais dire, je préfère ça que rien, voilà. Donc c'est bien qu'il y ait les ventes. Après, dans les faits, c'est pas réellement ça. Mais bien entendu, oui, mais ils essayent de représenter un truc sans aller trop loin dedans, parce qu'au final, c'est dans un jeu qui couvre l'ensemble de la planète, ils doivent pas considérer ça si important, les événements qui se passent dans les cités-états italiennes du Nord. Oui, mais le problème en fait, il est lié tout simplement, mais je l'ai déjà dit, hein, c'est le problème lié à l'Empire. Hein. L'Empire c'est pas que le Saint-Empire romain germanique. Hein. Même si la nature allemande se renforce, et même devient principale à l'époque moderne, pas au Moyen-Âge, absolument pas au Moyen-Âge.
il y a quand même une dimension qui est universelle dans l'Empire. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est quand on veut devenir empereur, quand François Ier veut devenir empereur, quand Louis XIV veut devenir empereur, ils peuvent pas se dire ça y est, YOLO, je suis empereur. Ça, il y a que dans les jeux qu'on peut faire ça, vous voyez. Dans la réalité, ces gens-là, l'Empire, il existe déjà. Donc s'ils veulent devenir empereur, il faut qu'ils deviennent empereur, je veux dire, de l'Empire. On dit l'Empire, on dit pas cet Empire romain chamanique. C'est l'Empire, il y en a qu'un seul. Je m'attendais à ce que quelqu'un sur le Twitch te dise non, mais Napoléon, il l'a fait. Mais Napoléon, mais il y a un excellent livre, d'ailleurs, je l'ai dans la bibliothèque, j'arrive pas à voir le nom, qui a été écrit par Annie Jourdain, ou Annie-Marie Jourdain, qui est excellent. C'est Napoléon, impérator, mécène et héros, qui justement montre l'importance idéologique pour Napoléon de détruire le cerf. Mais il le détruit pour se proclamer empereur. Mais Exactement. bon. Après, je dirais le but du jeu, une fois de plus, c'est pas de respecter l'histoire ni même les codes. Tu peux imaginer un souverain visionnaire qui décide de se proclamer empereur. Hein. C'est pas. Ah mais tout le monde se fout. Non, mais c'est pas possible. C'est un peu comme je te disais, François Hollande va se déclarer Shah de France. C'est juste pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais pas possible. Tu vois ce que je veux te dire? Ça n'a quasiment aucune chance. Oui, d'accord, mais l'exemple est pas. Parce que ça a aucune référence. Ça ne rentre pas dans les codes idéologiques des gens. Et les gens sont. Et surtout les gens du passé, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes sans terre, nous sommes hors sol. Nous n'avons pas d'histoire, nous. Mais à l'époque, les gens ont une histoire. Et comme disait. Comment il s'appelait Auguste Comte, les morts gouvernent les vivants. Il ne peut pas avoir d'empire sans empire romain. Il n'existe qu'un seul empire, c'est l'empire romain. Et chrétien, mais c'est la même chose. Après, il peut y avoir différents prétendants à l'empire. Après, je dirais que ça, déjà, tout ce que tu dis, c'est valable que pour l'Europe, voire même l'Europe de l'Ouest. Il y a déjà eu des peuples ou des rois qui se sont proclamés empereurs comme ça un peu partout à travers le monde. Par exemple, les Bulgares, les Bulgares, à un moment, le roi des Bulgares s'est proclamé empereur quand il dominait la totalité des Balkans. Sans que pour autant qu'il ait pris Constantinople. Empereur de quoi? Dis-moi le titre en langue officielle. Comment tu veux que je sache ça? Basileus ton Romaion ton Ekai ton Bulgarion, c'est-à-dire empereur des Grecs, des Romains. Il ne se prétend pas fonder un empire des Bulgares. Ouais, mais à ce moment-là, l'empire byzantin existe toujours et le Saint-Empire ne s'est peut-être. Oui, non, le Saint-Empire s'est pas encore créé à l'époque. C'est des prétendants. Ce sont des prétendants, c'est-à-dire ils estiment, c'est Simon Ier par exemple, estime que l'empire byzantin, l'empire romain a failli, ne représente plus la chrétienté, et donc ils se disent, c'est moi le Basileus, des Romains, Basileus ton Romaion, et c'est moi qui vais régner à votre place. Il y a donc, là il y a une procédure de remplacement, c'est un peu pareil avec l'empire latin-orient. L'empire latin-orient, c'est nous qui l'appelons l'empire latin-orient. Il s'accorde avant tout un titre, ouais, mais il s'accorde avant tout le titre pour se donner de la légitimité. Au final, on a un empire byzantin qui existe toujours et on a juste en face un empire bulgare autoproclamé. C'est pas un empire bulgare, c'est un empire des Romains. Mais arrête avec ça. Ils se disent pas. Enfin, même s'il est bulgare et qu'il va mettre en représentation bulgare, son modèle à lui ensuite, c'est de remplacer, c'est de prendre Constantinople, c'est de devenir l'empire romain. C'est la même chose pour les Russes. Les Russes, à partir du moment où les Russes étaient plus gentils, ils ont entendu que Byzance s'effondre. Quand Byzance s'est effondré, ils ont dit. On est le seul grand État orthodoxe qui reste, c'est nous les vrais Basileus. Et d'ailleurs, note bien, ils reprennent un titre en grec. C'est un titre en latin, un titre en grec. Tsar, César, c'est déjà un truc qui n'est pas du tout russe, et en plus l'autre c'est Autokrator. Autokrator c'est pas russe, hein. Autokrator c'est du grec, pour dire empereur. On est là dans une chose qui est difficile à comprendre, parce que au cours du 19e siècle, le mot empire a changé de sens, il a changé de mentalité. Alors, on peut discuter. Quand il y a eu la rupture, certains disent Napoléon, moi je suis pas d'accord, moi je pense que c'est plutôt les Anglais qui ont fait la rupture, notamment en 1857, en accordant le titre d'empereur des Indes à Elisabeth Ier, je crois. Non, c'était pas Elisabeth, je sais plus. Je sais plus, la reine qui a été proclamée impératrice des Indes. Victoria? Peut-être Victoria, ouais. Eh oui, Victoria, oui, effectivement, c'est même Victoria. Là, il y a une rupture. À partir de ce moment-là, le mot empire va basculer dans un autre sens, dans le sens de gros méga état de la mort qui tue tout. Sauf que gros méga état de la mort qui tue tout, c'est pas du tout sa définition, que ce soit à l'époque médiévale, que ce soit à l'époque moderne. L'empire
sorte d'idéal, de monarchie universelle, voilà, de monarchie universelle, et chrétienne. Et d'idéal romain, monarchie universelle et chrétienne. Et ça ne peut être que ça. Pour ça, on va dire oui, mais les autres empires, empire des Perses, etc. Mais ils s'appelaient pas empire des Perses, les Perses. Hein. C'était les Shahinshahs. Et personne d'ailleurs les appelait impérateurs. Comme le Grand Turc. Le Grand Ouais, Turc, après, on l'appelait roi pas des impérateur. rois, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le roi au-dessus de tous les autres. Oui, mais ce n'est pas. Dans la structure d'empereur, il n'y a pas une fonction de roi au-dessus des autres. Est empereur celui qui a l'imperium, celui qui a l'auctoritas. Le roi, c'est quelque chose qui est à part par rapport à l'empire. Shahinshah, c'est autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que les Ottomans, qui avaient bien perçu le machin, hein, les Ottomans, ils s'étaient proclamés Kaysar Hiroum, donc César de Rome. Les Ottomans. Et d'ailleurs, le titre de sultan est vraiment pas employé par eux. Ça qui est assez intéressant, ce qu'on appelle vous savez, le sultan turc, etc. Mais le titre de sultan n'est pas employé ou pas réellement par les Ottomans. Ils ont deux titres qu'ils emploient beaucoup. C'est Padishah, donc roi du monde en perse, et Kaysar Hiroum, César de Rome, pour leur population orthodoxe. Donc pour eux, ils sont là. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour les Ottomans, ils sont dans la continuité de l'Empire byzantin. Pour eux, c'est eux les vrais Romains. Je sais que c'est impressionnant, mais c'est eux les vrais Romains. Et c'est pour ça qu'ils appellent dans leur lettre diplomatique eh bien, le Kaiser, le César aussi, d'Occident frère, et qui vont lutter, et qui vont essayer justement, ils refusent le titre de tsar aux Russes. Les Ottomans n'appellent pas tsar les Russes, parce que c'est reconnaître un titre qui, eux, pour eux, c'est eux les Césars, c'est pas les Russes. Bon, tu comprends qu'il y a une opposition, et que à chaque fois, quand tu proclames empire, c'est comme prétendant s'il y a quelqu'un en face de toi, et que tu vas devoir le remplacer, ou que tu dis non, mais c'est pas lui le vrai empereur, c'est moi le vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais dans ce cas-là, mais c'est pas forcément contradictoire. Du coup, un joueur peut se proclamer empereur dans le sens candidat autoproclamé Oui. à la couronne impériale et voulant Tout à s'imposer fait. par la force plutôt que par une élection. Mais alors, en ce cas-là, non, parce que déjà, tu peux pas te proclamer empereur, surtout en Occident. Tu peux pas te proclamer, sauf Napoléon qui a fait le coup de force, mais en fait, il a d'abord dissous cet empire. T'es obligé de te faire élire. Après, depuis la bulle d'or en 1356. Pour l'Orient orthodoxe, c'est pas pareil, puisque l'Empire byzantin ensuite s'est effondré. Effectivement, là, tu peux un peu plus te réclamer le titre d'empereur, mais après, tu as toujours le but et l'objectif de reprendre Constantinople. Là, après, voilà, les Bulgares l'ont voulu, les Serbes l'ont voulu, tout le monde. Les Russes encore plus. Mais en Occident, généralement, tu peux pas, tu serais mal considéré par l'ensemble de la chrétienté si tu fais ouais, c'est moi. Il faut quand même au moins des électeurs qui votent pour toi. Après, imaginons que tu n'as pas d'électeurs qui votent pour toi et que tu as un 4 adversaire, c'est vrai que tu peux te dire ouais, non, mais il a triché, et machin, je sais que c'est moi l'empereur. Effectivement, là, ça peut se faire. Mais à la fin, il n'y aura qu'un seul empereur. Parce que c'est que des prétendants. Après, tu peux t'imposer et dire ouais, c'est moi le vrai empereur des Romains. Donc c'est un peu dévié là quand même. Mais non, mais y a pas de souci. Un point aussi que je disais sur l'évolution historique. Je me souviens pas d'un jeu qui arrive à montrer la singularité technologique et culturelle de l'Italie à ce moment-là. Oui, alors j'ai y revenir, mais c'est vrai que c'est un point aussi qui est loupé. Medieval pourrait y arriver, techniquement, avec son Mhm. système. Mais voilà, tu te dis pas l'Italie a, je sais pas, on va dire 40 ans d'avance sur les autres d'un point de vue des arts sur certaines techniques ou autant c'est juste ouais bon, on va s'impliquer comme les autres et au pire on va prendre la réflexion au repas, il a une techno d'avance en militaire et voilà. C'est vrai que c'est un peu. Europa, c'est un plutôt peu plus- des bonus de prestige, des trucs comme ça, mais ça, au Tout à final, fait. ça reste des mécaniques de bonus. Oui, mais qui reste assez limité en fait. Parce que tu te dis pas tiens je prends Milan juste je je deviens le meilleur. Ah, Et, il y avait un truc, c'était lui, mais du coup, c'est avec le nouveau système de bâtiment, ça n'existe plus, mais c'est les universités. Quand t'avais pas d'université, ça pouvait être intéressant parce qu'en Italie, il y en a plein. Comme c'est un bâtiment qui arrivait tard et qui coûtait très cher, ça pouvait être très intéressant de capturer une province avec une université pour la réduction de tech. Oui. Mais ça, du coup, ça a disparu avec Common Sense. Il n'y a plus d'université dans Common Sense. Alors en fait si mais ça sert autrement, ça sert à diminuer le coût de développement de tes provinces. Ouais, Ce qui reste utile. Mais du coup, ça s'applique qu'à la province où se trouve l'université. C'est de la merde, oui et non. C'est-à-dire que ça permet en fait de créer des provinces extrêmement riches. Et notamment si tu veux jouer, on va dire, du côté un peu de la monoprovince ou de l'état réduit, ça permet d'avoir des provinces extrêmement riches à la fin du jeu parce que on va dire, ça coûte rien.
Mais disons qu'après ça, voilà, ça joue juste sur de l'argent, des choses comme ça, mais ça joue pas sur le fait que bon au niveau des arts t'as un prestige extraordinaire, au niveau technologique t'es peut-être au-dessus, Ouais. que t'as les meilleurs scientifiques de ton époque. C'est vrai qu'il manque ça. Non, mais puis. Oui, Après ouais. c'est même pas que l'Italie, bon c'est général, mais c'est juste que l'Italie ça a été très marqué pendant 50 ans, un siècle on va dire, ça a Un été. siècle, oui, un siècle, ça peut passer. Même ça commence avant. Hein. On peut considérer que la Renaissance, ça commence avec Pétrarque. Donc en 1350 à peu près. Généralement tu vois. Oui alors la Renaissance vous la mettez globalement entre 1450 et 1490. Faras, ouais non 1350 c'est un bon début. Bah ouais, non, non, parce que et puis même on peut même remonter avant le mouvement des encyclopédistes. Mais et oui, effectivement là, je peux te dire, c'est juste que ça manque encore une fois. C'est quelque chose qui est complètement loupé. C'est vrai qu'il y a un attrait des arts italiens, etc. Et même un attrait d'Italie tout court, hein, même militairement parlant. Qui n'est pas réellement, parce que de toute manière on le voit bien dans toutes les GPO, hein, dans toutes les GPO, l'Italie, personne ne s'y rue comme ils sont rués, l'Espagne. Ah non, non, c'est beaucoup moins vrai depuis quelque temps, Ah pour ouais. différentes raisons. Déjà, c'est le fait que Gênes est un nœud terminal. Du coup, l'Italie a deux des trois nœuds terminaux d'Europe, et du Mhm. coup, ça peut pas mal Du attirer le monde. Là, il y a de fortes tensions entre Espagne, France et les joueurs déjà présents en Italie pour le commerce et pour le contrôle des provinces du nœud de Gênes. D'accord, bah ça déjà c'est beaucoup mieux. Et, Mais, et aussi, avec le fait que maintenant tu as l'event qui fait sortir l'Italie de l'Empire, tu as le côté que si jamais la France il va au début et empêche l'Autriche, enfin l'empereur de vraiment y aller, tout d'un coup c'est ah tiens l'Italie plus dans l'Empire, bon bah si je fais une guerre dans le coin, l'empereur il intervient plus d'office. d'accord. Et c'est pour ça que l'event, même s'il a quelques défauts, il en représente pas trop mal Ouais, la il est pas volonté mal. Ouais, d'y mais aller. après comme j'ai dit, il faut peut-être un jour que je sors un petit mot sur ça, mais juste une merde quoi. C'est inverser le rapport par rapport à l'Empire. C'est-à-dire qu'on commence vraiment avec des hautes réformes, et que petit à petit, si l'empereur justement n'est pas assez faible, ou que les États membres à l'intérieur justement vont comploter pour affaiblir l'Empire, ça baisse. Au contraire, c'est vraiment au départ que l'empereur est fort, et c'est à la fin que tout le monde s'en fout. Donc, Ouais, mais là, c'est après, c'est un problème de mécanique de jeu. C'est très bizarre. Un jeu où tu perds progressivement des bonus en avançant dans le temps, c'est bah, contraire même au principe de progression dans un jeu Ça vidéo. dépend des jeux en fait. Puis non, regarde les hordes au début sont très fortes, mais elles perdent en puissance et elles ont besoin de se réformer. Ouais, mais justement, c'est pareil, ça ressemble à une mécanique de progression. Tu t'affaiblis avec le temps, donc tu réformes ton pays, puis tu l'occidentalises. C'est des. Je sais pas, c'est des niveaux en fait. Tu montes des niveaux. Niveau 1, t'es une horde. Niveau 2, tu te réformes et tu es généralement musulman. Après, Niveau ça 3, peut tu dépendre. toxies. En fait, mais après, ça dépend comment tu le vois. Mais par exemple, tu peux voir ça un peu comme a évolué l'Espagne, avec l'idée, bon bah tiens, ok, super, t'as un puissant empire, mais il y a un moment tu dis, tiens, en fait, c'est ça que je suis peut-être espagnol, et donc bon bah, tiens, je suis peut-être autrichien, il faudrait peut-être que je m'occupe de mon pays plutôt que de développer le reste de l'empire. c'est ça, oui, exactement. Tout à C'est, fait. Oui, enfin, oui. en gros, avec le choc qu'a été Olivares sur la prise de conscience de, tiens, on est espagnol avant tout. Oui, tout à fait. Mais en fait, et le truc d'Olivares, d'ailleurs, ce qui amène à un second problème, c'est par rapport aux unions personnelles. Le grand problème d'Olivares, ça a été de dire bon, les gars, il n'y a que la Castille qui paie, ce qui a été le cas. Hein. Non, non, mais ce qui a été le cas, c'est que Oui, on oui, je sais. imagine l'Espagne comme une super construction, etc. Mais c'est de la merde en fait, l'Espagne. Hein. Il faut imaginer l'Espagne comme étant c'est la Espagnols. Castille avec plein d'unions personnelles. C'est ça, hein. Il n'y a pas d'Espagne en fait. C'est la Castille avec plein d'unions personnelles. Et ce qui faisait qu'en fait que le pays qui payait tout, c'est-à-dire la guerre, les impôts, les tribus, je sais pas quoi, mais tout l'entretien des navires, etc., c'était que la Castille. Le reste, il payait que dalle. Notamment, et même quand le roi d'Espagne dit oh bon, essayez un peu quand même, ben, il donnait même pas. Il faisait genre des prêts avec des intérêts. C'est pour vous dire à quel point l'Espagne c'est vraiment de la merde. Et c'est pour ça que le comte duc Olivares a fait ce qu'on appelle la Union de Armas et a dit bon, mais quand même, il faut que tout le monde essaie de payer un peu sa part, quoi, essayer de un peu mieux répartir quand même le poids. Et bon, ben, résultat, révolte du Portugal et indépendance, révolte de Catalogne. Ouais, effectivement, ça aussi, c'est par rapport aux unions personnelles, ça manque beaucoup. Parce que les unions personnelles, j'ai l'impression que c'est un peu free win. Hein, Oh, et tu peux facilement les perdre, hein, les unions personnelles. ben, ça, le truc, Plus c'est que facilement maintenant, plus facilement maintenant. ben, c'est ça le problème, c'est que quand tu vois l'Espagne, ben, elle a quasiment pas perdu, à part le Portugal. Mais le truc, c'est plus une affaire de centralisation et
Et ça, c'est pas représenté dans le jeu. La centralisation est très Mais tiens, mal d'ailleurs, oui, représentée dans le jeu. aussi un point, justement, parce qu'on peut y venir, sur la gestion des cités-États, mais qui est mal représenté dans beaucoup de jeux, c'est que ces territoires qui étaient petits avaient une gestion assez, généralement, on va dire généralement, assez optimisée. Là où Oui, les grands empires c'est ça, oui. devaient gérer, comme tu disais, il y avait les conflits entre le peuple, l'aristocratie, entre de la bourgeoisie et autre chose, et donc c'était un peu le bordel politique permanent. Ils essaient de représenter ça à travers l'autonomie, même si la Tout à mécanique fait, est intéressante, mais pourrait être, tout à va fait. peut-être être plus travaillée au fil du temps. Oui, et bon, et le Parlement anglais est un début de gestion de ça, avec l'idée que tu te prends quand même quelques malus pour faire avancer certaines réformes. Mm, c'est vrai. Et mais Mais non, c'était là le jeu, là, le standalone qui devait sortir. C'était Magna Mundi, c'est ça, je crois, le standalone de Europa 3, avant la sortie de U4. Je crois que c'était Magna Mundi qui te mettait un système de parlement national avec en gros, tu avais des centres d'intérêt, le militaire, le religieux, l'économie. Je crois que tu en avais quatre, mais je me rappelle plus qui était le quatrième. Et en fait, donc tu avais des rapports de force entre ces camps et un peu, on va dire, comme fonctionnerait le système des Ming ou autre. Et en fonction de qui avait le rapport de force, bah, il y avait certaines actions que tu pouvais faire et pas faire. Parce que juste le corps social n'était pas prêt à avancer avec toi. oui, non, mais ça c'est pas mal, effectivement. Ça serait bien. Après, on peut voir ça aussi comme le système des républiques marchandes de U4, hein. Mais c'est cette idée que tu as des choses qui marchent plus ou moins bien selon les rapports sociaux de ton pays. Oui, ce qui serait même normal. Puis bon, après, il manque aussi des états généraux, des Cortés, mais que ce soit d'ailleurs pour CK2 ou pour Europa Universalis 4. Ah, j'ai même l'impression que c'est pire dans CK2. Que dans CK2, t'as l'impression qu'en fait, t'as rien en face de toi. Sauf que dans la réalité, t'avais quand même les états généraux. Hein. Dans la réalité, t'avais le Reichstag, je crois, pour l'Empire. Et les Cortés pour les Espagnols. Donc, Dans ces cas-là, il y a déjà toute la noblesse de ton royaume qui veut te faire la peau, même lorsqu'elle t'aime, donc Oui, t'as mais déjà sûr, suffisamment de elle soucis. veut te faire la peau. Elle veut pas discuter des réformes du c'est pays. ça, C'est ça le problème. exactement. Ah, après, t'as Et juste le fait qu'ils te demandent tant de diminuer la centralisation ou de modifier c'est une ça. loi, Mais une fois bon, de temps en temps. l'important, ça revient sur l'aspect, on va dire, politique qui n'est pas assez poussé, c'est que tu n'as pas cette idée de réforme. Bon, même si le mot réforme est un peu galvaudé par Mhm. rapport à l'idée qu'on en a actuellement, par rapport à l'idée qu'on avait une conception à ce moment-là, mais ces aspects politiques ne sont pas vus. Tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais bon, c'est vraiment dommage. Et puis après, comme tu as dit aussi en Italie, pour revenir sur cette été italienne, la carte, c'est vrai, n'est pas détaillée. Il y a vraiment beaucoup plus de petites cités, de petites merdes par-ci par-là, même ils sont améliorés quand même pour la dernière extension. Ils ont rajouté Oui, Montferrat, je oui, ils crois, ont rajouté Salus. quelques petites points. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, moi par exemple, quand je me suis dit, mais la carte quasiment parfaite, ce serait celle de d'Hearts of Iron, quoi. C'est Mm. où t'as une province, ça représente, je sais pas, 20, Ouais, mais il 30, faudrait 30 l'appliquer à l'ensemble de la planète. tout Faudrait à fait, travailler tout à fait. complètement la map de On est l'ensemble d'accord de la que planète. ce Tu serait peux pas pas mettre possible. 300 provinces rien que pour l'Italie. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord. Mais c'est vrai que là, parfois ça avance trop vite. C'est Mm. trop simple par exemple, c'est parfois trop simple de prendre Milan, alors qu'avant de prendre Milan, t'as plein de villes autour, t'as plein de problèmes. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Hein, Parce que voilà, enfin, je veux dire, par exemple, la Ligue de Cambrai, donc pour en revenir à ça, elle arrive, et en plus, Venise, entre guillemets, recule, mais elle recule de quoi Elle recule de pas grand-chose militairement. Mais c'est, ah bah tiens, c'est la fin de l'hégémonie de Venise, parce qu'ils perdent trois villes, et parce que politiquement, bon bah, leur influence est foutue. Oui, c'est ça, oui, parce que après, en Terra Firma, ils ont rien perdu, hein, en Ouais, Vénétie, deux ou Lombardie. trois villes, je crois quand même qu'ils perdent rapidement. Oui, oui, c'est pas la fin du monde. C'est un truc complètement ridicule. Non, mais tu as tout fait raison, hein, mais c'est vrai que ce jeu-là, c'est mal fait. Je sais pas si c'est impossible de le faire, c'est un peu triste, mais... Je vois pas trop. bon. Ou alors, ce serait de le faire. Ou alors, ça pourrait jouer sur deux aspects. Bah, soit comme on l'avait dit sur une autre ancienne émission, soit un système comme Victoria, où tu aurais des progressions d'influence. Ouais. En fait, j'avais réfléchi récemment. En fait, je trouve que c'est un peu le problème, c'est que le système notamment de U4 ne permet pas de donner cette idée de progression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un mariage, dans tous les cas, ça te bouffe un slot de relation. Donc que tu le mariage ou le mariage, l'alliance, les accès militaires, les emprunts, la garantie, tout ce que tu as envie, c'est pareil. Mm. Mm. Alors qu'il devrait y avoir une idée de progression en fait. Il devrait y avoir Ouais. une progression des relations.
Alors que là, bon bah voilà, quand ça te bouffe un saut de relation, bah autant que ça te le bouffe pour quelque chose de vraiment important. C'est sûr. Bah, Le saut de relation, j'aime pas beaucoup, moi, personnellement. Parce que tout simplement, je veux dire, je vois pas pourquoi un pays, à l'époque moderne, surtout à l'époque moderne, tous les pays ont des relations avec tous les autres pays. Hein. Je veux dire, ils ont pas dire, ah non, là, mon saut de relation, il est complet, hein, alors je peux rien te faire, hein, pas de mariage, pas de machin. Bon, quand même, je veux pas être méchant. oui. Mais en fait, ce que je me disais, c'est que par exemple, tu vois, leur souhait de relation, il faudrait qu'ils le voient entre guillemets en multipliant entre guillemets par 100, mais par contre, ça pourrait représenter ton administration, et par contre, au bout d'un moment, ouais, tu pourrais peut-être ne plus en avoir parce que juste là, t'as plus de place, mais ça se ferait différemment. Juste par contre, si tu vas chercher la validation d'un pays, je sais pas, ça te bouffe 50 points ou moins, on s'en moque. Mais par contre, ça représenterait juste que ton administration, à un moment, elle est un peu saturée, mais ça aurait un véritable intérêt. Et si tu te concentres sur un pays, ça te met de l'influence et de l'énergie. Ouais, là c'est vrai que ça serait intéressant. Parce que voilà, moi c'est le seul défaut un vrai défaut que je lui trouve, c'est le côté entre le mariage et le mariage, alliance, vassalisation et autres, il n'y a aucune différence. Oui, c'est un slot, quoi. Ouais, et ça, je trouve ça manque de finesse. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'idée de limite de relation, elle est un peu ridicule quand tu compares à CK2. Parce que CK2, quasiment la seule limite, c'est combien de fils et de filles tu as. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est un problème, parce que tu peux pas nécessairement avoir des alliances et des relations avec les autres sans mariage. Oui, tu peux marier ton comte, ton duc. Non, même il n'y avait même pas de mariage. Je veux dire, quand oui, non, avec la France, ils se mariaient pas. Sur les mariages. Oui, effectivement. Et oui, c'est ça, tu peux faire des relations de manière générale sans avoir à offrir quelque chose, enfin un être vivant. C'est ça, ouais. C'est fini le sacrifice. Un peu de viande. Ouais. Et aussi, aussi la perte d'intérêt d'Italie. Parce qu'on a fait de l'ascension, mais la perte d'intérêt d'Italie qui arrive au bout d'un moment. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'en plus ça arrive par rapport à une situation qui est elle-même spéciale, puisque l'Italie perd de l'intérêt parce que l'Espagne a fini son hégémonie dessus, parce que les villes dedans, les cités-États admettent en partie l'hégémonie. C'est le moment où Venise, on va dire, cesse d'être une grande puissance, quoi, parce qu'elle peut plus sortir son épingle du jeu. Et parce que bon aussi de facto le commerce, parce que les intellectuels commencent à se développer dans d'autres régions d'Europe. Et ça, Europa y arrive pas, mais même aucun jeu que je connais n'y arrive. Hein. C'est pas qu'un problème d'Europa par exemple. Oui, c'est tout à fait vrai. La seule solution sur Europa, ce serait de déplacer les nœuds terminaux en cours de partie. Ou donner par exemple des bonus à technologie qui a été en début de jeu et qui partirait au bout d'un moment. Ouais, c'est genre si t'as une province en Italie, je sais pas, t'as 1% de réduction de technologie. Et si t'en as 2, t'as 2% de réduction, tu vois, ça pourrait être ça. Ouais, c'est vrai. Après, on peut équilibrer la chose, mais c'est juste l'idée générale. Parce que par exemple, au bout d'un moment, le centre d'intérêt il se déplace sur Anvers, sur la Hollande. Après, d'un point de vue intellectuel, il va aussi à d'autres endroits, mais donc c'est la Hollande qui remplace Venise au bout d'un moment remplace l'Italie en centre d'intérêt humaniste et d'intérêt militaire pour la France et le Saint-Empire. Ouais, c'est vrai. Venir après Venise, quand même, ça éclate quand même en France, en Espagne, en Angleterre, même si les Pays-Bas jouent un peu un rôle. Ça reste quand même assez éclaté dans l'Europe occidentale. Par contre, un point comme pour rendre grâce à Medieval 2, moi un point que j'appréciais beaucoup, c'est que quand tu faisais tes guerres en Italie, qu'importe si c'est toi qui attaquais ou si tu te battais dedans, il y avait une ambiance au niveau des armées. Tu prenais la France, t'allais te faire Milan ou autre, il y avait une ambiance sur les armées, c'est t'affrontais pas les armées italiennes quand t'affrontais les autres armées. Parce que généralement ils avaient des arbalètes beaucoup plus puissantes que toi, ils avaient une puissance de feu à distance monstrueuse, et ils avaient plein de petites milices, et je trouvais ça par contre très sympa. Tu vois, je lui rendrais au moins hommage là-dessus. Oh, c'est tout à fait vrai. Et aussi parce qu'on avait un petit peu parlé, un des jeux qui je trouve a plutôt bien rendu grâce à l'Italie, c'est Napoléon Total War, son introduction.
Oui, avec sa campagne, qui d'ailleurs, je trouve que les campagnes courtes de l'Italie et de l'Égypte font partie des meilleures campagnes, même plus que la campagne générale, bizarrement. Voilà, parce que t'as une carte qui est détaillée comme il faut, bah, pour être mieux, mais c'est très acceptable. Ça te montre les points d'intérêt de C'est ça. l'Italie. Tu as quelques relations politiques avec certaines. Bah, plus t'avances, plus t'as des cités qui font non, mais attends, on ne veut pas que la France elle avance autant. Ça. Par exemple, Venise quand t'approches d'elle. Et les routes de ravitaillement qui représentent globalement ce qui devait se faire à l'époque. Oui, oui, non, mais je la trouve très bien, moi, cette campagne. Elle est assez réussie, puis même par rapport aux injonctions du directoire qui te fait chier, même, je m'en souviens, au niveau des troupes, qui aime pas vraiment. Bon Mais, après voilà donc la partie politique et autres elle est très mal faite hein, mais c'est vrai hmm, que pour la représentation globale c'est pas trop mal fait, c'est assez non, non. intéressant. Et en effet contrairement à la peut-être à la carte générale qui représente quelques gros problèmes, hein. Oui, mais comme la plupart des Total War depuis Empire, hein, de toute façon. Le coup de. Je sais pas pourquoi, d'où ça leur vient le coup de faire des grosses provinces. Je sais pas. Je comprends pas. Peut-être pour pas emmerder le joueur à prendre trop de villes. Ouais. De quoi dans les Bon. Total War? Ouais. Bah, c'est Mais vrai je que ce pense serait lourd hein, si tu devais te taper des centaines et des centaines de sièges. mais je pense après que c'est aussi en partie pour gérer les problèmes de l'IA, c'est que l'IA fait qu'elle se concentre sur certains points et qu'elle est plus enfin tu sais, je pense que ça vient dans le côté global, on D'accord. augmente la zone d'influence des combats pour éviter que tu contournes et que tu te fasses les slots un par un comme tu faisais sur Medieval. Je pense que ça va aussi pour ces raisons-là. Et que ça vient aussi du rapprochement global que la série a opéré avec Civilisation. Ah, ouais. Bah, enfin, moi j'ai quand même l'impression que depuis Empire, ils ont de plus en plus copié-collé Civilisation sur certaines gestions. Avec l'idée que tu C'est développes des vrai. trucs à l'extérieur des villes, avec l'évolution C'est vrai, ouais, technologique ouais, ou ouais. autre. L'arbre technologique qui est de la merde, hein, mais Non, ouais, non, non, mais effectivement. il est pas bien fait. Mais en gros, j'ai l'impression qu'ils ont voulu copier et se dire, tiens, on va reprendre ces idées-ci. C'est vrai, non, t'as tout à fait raison. Mais après Et, même, et, trop de provinces, vu que tu dois faire les sièges à la main ou faire un assaut rapide qui peut être très hasardeux, ce serait juste emmerdant quoi dans la campagne. Ce serait interminable. Ouais, bah, le truc à faire aussi, c'est qu'il faut avouer c'est que les sièges dans Total War, nuls. Ils sont nuls, les sièges de Total War. ah, Ils sont tu mal t'ennuies faits. un petit peu. Bah ouais, un petit peu, et un petit peu beaucoup, hein. Combien Mais de en fois je fait, me suis endormi? mais, mais Ah Best ouais. Fight, ils arrivent pas à représenter les stratégies. Enfin, bon, attends, on va dire, ils y arrivent même pas non plus sur les batailles terrestres classiques, mais ils arrivent pas à représenter Ah, c'est méchant. tous les coups de pute, tous les coups de pute qu'il y a pendant les C'est ça. sièges. Non, mais c'est ça. Sur le fait que tu fous la famine, sur le fait que tu creuses des tunnels, sur le fait que tu corromps les populations à l'intérieur, sur la propagande, sur plein de choses, et sur même Mhm. les problèmes du ravitaillement. Parce que bon, eux, le ravitaillement, ils gèrent ça de manière rapide. Alors que le ravitaillement, c'était un vrai problème. Et sur les mini-sorties, sur le fait que Oui. l'autre essaie de sortir durant la nuit, il sort juste 500 000 hommes, il va te pourrir tes arrières. Ah, mais c'est ça, tout à fait. C'est mal représenté. Chaque fois, il y a que l'assaut, et encore l'assaut en lui-même, il est mal représenté. Donc, Mais après, pour l'assaut, il y a quand même le, si tu peux quand même saper les remparts, non? Dans les Total War. plus dans les derniers, je crois. Moi, j'ai Hmm. pas joué en Mais- profondeur en mais- Total Mais War en depuis même temps, Medieval après, 2. les derniers sont plus anciens en termes d'histoire, donc peut-être que c'est. Je sais pas si c'est. Ah, Enfin, je si, sais- la SAP, Je si, me si, rappelle que tu pouvais faire super des vieux. saps dans Rome 1 et dans Medieval 2. Oui, mais dans Romain et dans Medieval 2, tu peux pas faire de contre-SAP. C'est chose que tu pouvais Oui. faire dans la Non, réalité. non c'est juste que la sap, il y avait 50% de chance que le tunnel s'effondre en cours de route. Ouais, oui, mais bon. Et bon, mais après c'est encore global sur la diplomatie, mais il y a le fait qu'au bout d'un moment, tu peux juste acheter les nobles et leur faire bon, tu me donnes la ville, et puis voilà, tu gardes le pouvoir, et je suis content. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs qui. Les sièges sont loupés. De manière d'un Total War, les sièges sont loupés. Je sais pas d'ailleurs comment améliorer ça, mais. Revoir leur copie, on va dire, et en profondeur. Mais ça, pour en venir sur les sièges, et c'est vrai que même sur les jeux paradoxes, c'est pas parfait non plus. Non. Non. Mais après, eux, ils sont tellement à une échelle au-dessus en termes de vision que ça se voit moins, Mm. mais ça passe pas non plus complètement. Non, c'est vrai. Ça passe un petit peu mieux qu'un nouveau système, mais bon, t'as toujours des petits problèmes où de facto, mais après c'est le découpage de la carte, t'avances trop rapidement encore sur certains points.
Enfin, en Europe tout du moins. Après, pour certaines régions, ça va peut aller plus vite, en effet. Ouais. Et après, bon, faudra voir parce ils vont continuer leur redécoupage et leurs évolutions. Euh, il y avait aussi un point, c'était sur le commerce. Alors là, justement, c'est mieux géré dans Europa, mais c'est vrai que dans CK2, la partie richesse de l'Italie est relativement absente. Oui, oui, pas J'ai du tout l'impression que conséquente. j'ai l'impression que dans l'esprit, en fait, ça se joue sur le fait que ce sont que des petits duchés ou comtés, donc t'as de quoi mettre de l'argent pour augmenter ta province et créer des villes, et de facto, il y a un moment, ça finit par être riche. Bah, il y a plus de domaines dans les régions, en moyenne. Voilà. T'as Ouais, c'est ça, beaucoup de j'ai l'impression provinces qui ont 5-6 j'ai domaines. l'impression qu'ils jouent juste là-dessus. Mais sinon, ouais, le côté richesse de l'Italie, bah ça, tu le vois pas. Mais moi, j'ai l'impression que dans l'esprit, ils sont Tu le juste vois attaqués qu'avec une qu'il y a plus réplique de slots. marchande, parce que tu fous des comptoirs de partout et que les comptoirs, au bout d'un moment, te rapportent masse Ouais, fric. ouais, ça, par contre, oui. Il y a ça. Mais sinon, c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est tu dis, bon, bah, je suis Florence, ouais, je fais mes villes, au bout d'un moment, je fais mes universités, donc je suis technologiquement au-dessus, donc l'Italie finit par être intéressante. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça évolue beaucoup. Enfin, il y a un problème à ce niveau-là, sur la richesse italienne. Par contre, qu'avec le gène en E terminal qui commence à régler dans Europa, en début de jeu tout du moins. Parce que bon, arrivé à un moment, de toute façon, après, on va dire l'Espagne met son nez là-dedans, ou autre, enfin, d'autres pays mettent leur nez, donc l'Italie est riche, mais son argent se fait voler par les autres. Où les autres s'installent chez elles. Tout à fait, où les autres s'installent chez elle. Mais par contre, ça, c'était très bien aussi pour simuler, comme tu le disais, les envies et les intérêts de l'Espagne en Italie. Puisque l'Espagne avait moyennement intérêt avant à y aller. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que là, c'est bien quand même. Puisque là, Espagne, ouais. puisque là, voilà, là, l'argent de Séville, il va à Gênes, et donc si l'Espagne fait pas attention, bah, elle peut se faire tirer de l'argent. Et là, par contre, là, ça devient Et vraiment, pire, vraiment elle peut se faire intéressant. tirer de l'argent par la France, en plus. Ah Si ouais. la France, elle, s'installe bien en Italie du Nord. Et là, c'est la honte totale. Bah là, tu peux pas laisser s'enrichir ton principal ennemi. Donc guerre. Ton principal allié. Ah, ça dépend des parties. Mais, mais après, bon, c'est un point qui est mal déjà, mais moi, j'ai jamais compris l'intérêt pour la France et l'Espagne de se faire la guerre. Enfin, en fait, c'est vraiment parce que tu veux Bah, pas que l'autre devienne trop fort. oui, Mais pour sinon, posséder des terres, tout Hein. simplement. L'intérêt, c'est aussi juste posséder des terres, hein. Plus de terres que les autres. Ouais. Mais moi, les relations France-Espagne, j'ai toujours trouvé que ça me représentait moyennement parce que bon, les Pyrénées, t'as l'impression que ça se passe facilement, mais dans les faits, ça se passe pas. Ah, mais non. Non, pas du tout. De manière, il n'y a que 2 points, hein. Tu vas passer dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, ou dans le Roussillon. Donc, et encore, c'est des passages à la con. Hein, donc, Ah, tu peux attaquer de partout, mais après, t'as d'énormes malus terrain, hein. C'est un carnage ça, quand tu veux essayer de passer là. très Ouais. dommage. Ouais, mais si tu vois, là pour le coup, je trouve que le jeu de société, vous reprenez ça beaucoup mieux. C'est que, bah, comme il a dit, tu avais 2 passages, plus ou moins, le Roussillon et le Pays Basque, et si tu passais pas le reste, tu avais ce qu'on appelle un système de terrain de passe, et en fait, tu avais t'as un système d'interception dans le jeu de société, mais ton armée, elle se prend tes malus, enfin, et l'autre a des bonus pour t'intercepter si tu passes, donc tu te fais intercepter en montagne, et c'est fini. Donc juste les Pyrénées, bah tu passes pas si l'autre il a mis juste une armée de l'autre côté. Hein. Ah oui, c'est normal. Hein. Et d'ailleurs, mais ça aussi c'est moyennement représenté sur la Savoie par exemple, parce que pour revenir sur l'Italie, le système de couloir par exemple, parce que on peut dire au Richelieu ou même François Ier, il y a eu des guerres pour prendre juste certaines villes, et certains couloirs Oui, du côté de la Savoie qui ont été mal vus. Enfin, qui sont mal représentés sur le jeu, alors que bah, juste c'était un village de 300 habitants, mais c'était capital pour passer. Oui, oui, tout à fait. Oui, Parce de que la map, Brest, de Bugey. c'est détaillé de ce côté-là. Et ou même, tiens, puisqu'on vient à ça, comment on appelait ça le couloir espagnol qui allait de l'Italie à La la Hollande. Valteline. Hmm. La Valteline. Mais elle avait un autre nom plus. Le Camino Espagnol. Le quoi? Le chemin espagnol, le Camino Ouais, Espagnol. ouais, cette chemin sur le voilà. Et voilà, et ça c'est mal représenté, puisque aussi l'un des enjeux de l'Espagne pour y aller, c'est de faire remonter toutes ses armées par les Pays-Bas sans passer par la flotte. Oui, mais alors ça, le problème, c'est que l'Espagne, elle n'hérite pas de la Bourgogne, donc ça c'est normal. Je veux dire, là, pour une fois, je vais défendre le fait que le jeu n'est pas déterminé.
Ouais, mais alors là, je suis pas d'accord. C'est normal que le jeu soit pas déterminé, c'est tant mieux. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je te dis, c'est ça que je veux dire, Editor. C'est normal que l'Espagne ne récupère pas la Bourgogne et que donc le Camino espagnol ne soit pas intégré dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. D'accord. Non, mais je croyais que tu trouvais que c'était pas normal. Que c'était de la merde. Non, pas du tout. Pas du tout. La Bourgogne a tout à fait le droit de vivre, même si Charles le Téméraire était peut-être stérile, parce que quand même. Non, il était pas stérile, il avait une fille, non? Marie de Bourgogne. C'est pas génial, hein? Mais je crois qu'il a eu une fille, parce que justement, il y a eu Oui, des Marie enjeux de par rapport à la fille. Ouais, donc Oui, s'il a pu Marie pondre une Bourgogne. fille, il pouvait pondre un fils. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Après, ce qui manque. Après, si on parle de la Bourgogne proprement dite, il y a des problèmes. Premier problème, c'est la formation du Pays-Bas. Ça, c'est n'importe quoi. Bah, c'est plus. Après, ça a beaucoup changé hein, avec Common Sense. D'accord. Le fait que la Bourgogne, tous les territoires du Nord maintenant, c'est des vassaux et des unions. Oui, ben ça, c'est déjà beaucoup mieux. Deuxième changement, c'est qu'on a oublié les prétentions des Valois de Bourgogne, peut-être sur le trône de France. Ben oui, les cocos. Donc, ça, c'est un oubli total. Ouais, mais ça, Et, dans Europa, il n'y a plus de casus belli, annexer tout un pays sous prétexte que tu réclames le trône. C'est pas comme Ça, ça, c'est c'est dommage. cadeau. Ça, c'est dommage. Ça permettrait trop d'abus. Après, Annexer, mais au moins faire une union personnelle, quoi. C'est ça, au moins une... une union personnelle, à mon avis. Et je crois qu'on a déjà abordé un dernier point, c'est la question de l'Autaringie. Et alors ça... ça, c'est un gros manque, et je comprends pas qu'il ait pas rajouté, il y a beaucoup de joueurs qui le réclament, ce serait d'avoir une décision créée de la Lotharingie en prenant des provinces clés en Savoie et ça serait ou de toute façon en Savoie jusqu'en Méditerranée et pouvoir créer la Lotharingie. Surtout que Paradox adore nous mettre des pays à créer, parfois anachroniques et tout. Donc pourquoi il n'y a pas la Lotharingie? C'est vrai que ça, c'est un gros manque. Surtout que ça a failli être fait, donc c'est ça le pire, quoi. C'est... Je comprends pas, effectivement, là, c'est pas Ils attendent peut-être un moment où ils vont refaire aussi la carte de la France et ces cartes sur ce point-là pour en profiter pour faire la Lotharingie. Ah, mais même dans le 3, il l'avait pas mis, il me semble. La Lotharingie, c'était que dans des modes. Non. Alors dans le 3, c'était la même chose. Mais moi, j'ai toujours cru qu'ils avaient un problème avec la Lotharingie. Je sais pas. Ils sont une hostilité. Je pense que pour eux, il y a une hostilité fondamentale et consubstantielle sur la Lotharingie. On peut créer l'Italie et l'Allemagne des siècles avant, on peut créer la Roumanie, non, mais la Lotharingie elle va se faire voir. Bon. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez... Mais en même temps, enfin, même sur ces cadeaux, ils avaient mis du temps à vraiment s'y mettre à la Lotharingie, je trouve. J'ai l'impression que c'est... À partir du moment où il y a eu The Old God, il y a eu la Lotharingie. Oui, mais t'aurais pu faire la Lotharingie plus tard, parce que juste... tu veux dire mettre les corps? Bah oui, ou même pouvoir créer le pays vraiment et tout, parce qu'il y a un moment, la Lotharingie, tu te dis, bon, Charlemagne il est plus là, mais fondamentalement, c'est toujours un enjeu. Oui, tout à fait. Ouais, non mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est consubstantiel, la Lotharingie, ils sont hostiles, fondamentalement. Ils n'aiment pas la Lotharingie. Je sais pas, peut-être que comme le pays n'a pas existé très longtemps, ils se disent que ça vaut pas le coup, alors qu'on sait qu'historiquement, des dirigeants avaient ça pour objectif, notamment les dirigeants bourguignons. C'est ça, effectivement. Enfin, même si ils hésitaient, parce que le problème des dirigeants bourguignons, c'était l'hésitation. C'est la tentation française. C'est se dire, la dynastie française est faible, bon, je vais la remplacer. Et, la tentation lotharingienne, ou du royaume de Bourgogne. Puisqu'il existe aussi un royaume de Bourgogne. Mais le problème, c'est qu'ils avaient que dalle, à part le nord. Et que non, pour fonder le royaume de Bourgogne, il faut quand même avoir la Provence, la Savoie, le Dauphiné, Lyon, et Arles surtout. Arles, qui est la capitale du royaume de Bourgogne. Et donc c'est pour ça qu'ensuite Charles le Téméraire s'est plutôt retourné vers la Lotharingie. Il n'avait pas assez de terres légitimes par rapport au royaume de Bourgogne. Par contre, en fait, pour revenir un peu sur l'Italie, ça me fait penser quand tu parlais du sud, le côté Naples, Sicile et on va dire chevalier de Malte. Là, c'est pareil. L'enjeu Méditerranée est assez mal représenté mieux que dans EU3, mais je trouve est toujours mal représenté dans EU4, l'enjeu de la Méditerranée. Oui, c'est mort. Enfin, je veux dire, t'as pas d'enjeu à considérer. En gros, le seul enjeu qui existe globalement, c'est l'Empire Ottoman et Venise, quoi. C'est les combats de galère un peu à l'est. Et au bout d'un moment, de toute façon, tu t'ennuies, t'y vas pas.
Alors que par exemple, bah voilà, il y a eu énormément de piraterie dans le secteur. Oui, les barbaresques, oui. Ouais, les barbaresques. Il y a eu beaucoup de pillage et contre-piraterie de la part des chevaliers de Malte. Oui, c'est ça. Et après, ça c'est un problème de la mécanique de piraterie, c'est qu'elle est mal pensée. Elle est mal pensée de base. C'est que tu sais tout de suite qui a mis les pirates quand quelqu'un met des pirates. Du coup, alors que la piraterie, on pourrait imaginer que ça permet à un petit pays de piller le commerce d'un gros discrètement. Or là, c'est l'inverse. Seuls les pays les plus puissants peuvent se permettre d'utiliser la piraterie, parce que les gens qui vont pirater pourront pas se en fait, défendre. Parce qu'ils ont confondu piraterie et corsaire. Oui, je crois aussi. C'est que tu saches de quel pays il vient quand c'est un corsaire, c'est globalement logique. Bah Par contre, voilà, s'il fait de la piraterie, bah à ce moment-là, t'as le droit automatiquement de péter le bateau si tu le rencontres. Et on s'en fout de sa société. Et mais voilà, mais de toute façon, enfin, c'est mieux que l'ancien système, parce que l'ancien système était n'importe quoi, puisque l'ancien système c'était s'il y a des bateaux qui patrouillent, bah il n'y a pas de pirates, seulement bah c'est gentil 2 secondes, mais les Caraïbes, bah comme il y avait toujours des bateaux, il n'y avait pas de pirates. Par contre, alors ça, les pirates de Norvège et du nord de la Russie, ça il y en avait. Hein, ah oui, les pirates de mer Blanche qui étaient indélogeables. Oui, c'est ça, ils sont célèbres dans l'histoire, les pirates de Norvège et du nord de la Russie, hein. Tout le monde a entendu parler. C'était n'importe quoi. Voilà, c'est comme les pirates qu'il y avait dans Mer Rouge, qui se multipliaient en plus et qui pouvaient finir avec 30 galions. Mais donc en fait, voilà, donc, le nouveau système est mieux parce que mine de rien, il permet de reconcentrer des efforts sur les zones qui ont vraiment d'intérêt, par exemple les Caraïbes, par exemple la Méditerranée, mais c'est toujours pas ça. C'est juste parce qu'ils ont toujours confondu piraterie et corsaire et parce que, enfin, je comprends pas. Les pirates, au contraire, ils devraient arriver là où il y a de la richesse. Oui, c'est ça. C'est là où ils doivent aller. C'est pour ça que les pirates en Norvège, ça a strictement aucun intérêt. Parce que bon, l'or en Norvège, on le cherche encore. Hein. T'es méchant. Mais non, mais c'est pas méchant, parce que c'était vraiment flagrant dans le U3, puis même dans les débuts de U4, c'était pirates, ils arrivaient en Norvège, merde. Et parce qu'il y avait personne qui allait patrouiller en Norvège, parce que juste, il n'y a pas d'intérêt à patrouiller en Norvège. Oui, non, mais il était complètement foireux. Mais le nouveau système est très intéressant, mais mal exploité. Il y a quelque chose qui pose problème. Ouais, d'ailleurs, la preuve, c'est dans les GPO, c'est très peu utilisé le pirate, la piraterie. En fait, alors, il pose un problème d'aspect, déjà parce qu'il est contrôlé par les États alors qu'il devrait être moyennement contrôlé par les États, et dans les cas où il est contrôlé par les États, parce qu'il devrait être beaucoup plus violent. Et parce que les barbaresques, c'est pas n'importe quoi. Mais après aussi, ça vient avec le système de naval qui est pas très bien foutu. Sur le fait que les provinces sont encore parfois un peu grandes, sur le fait que s'il y a 2 flottes sur la même province, bah, par principe, on va dire il y a combat, mais c'est un peu con parce que juste t'es pas obligé d'avoir combat quand il y a 2 flottes. Ah, mais après, il y a le nouveau truc, quand les 2 flottes se croisent, et que t'as dit, en fait, les 2 joueurs ont chacun dit va dans la province derrière, les 2 flottes se croisent sans se combattre. Il y a parfois des joueurs qui se font avoir là-dessus. Oui, mais c'est que j'ai par principe, elles se combattent, mais comme j'ai dit, par principe, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Mais voilà, donc ça revient aussi avec le système de naval qui est mal fait, et alors que c'était aussi d'ailleurs un enjeu italien. C'est contrôler les ports de Gênes ou autres, et Malte, pour arriver à faire de la piraterie. Parce que les Barbares, Barbaros, c'était pas n'importe quoi. Hein. Ah oui, non, c'était pas Jojo Clodo. Hein. Clair et net, hein. Et voilà, et donc, et à la limite, quand les États ici mettent, ça devrait être beaucoup plus violent. Oui, tout à fait, oui. Mais, de toute façon, si les Espagnols et les Portugais ils sont allés prendre Oran et Alger au cours du 16e et 17e siècle, c'est ça, oui. C'était pas pour le soleil, hein. non, mais voilà, Charles Quint, il est pas allé pour le plaisir. Hein. Non, mais ça, c'est clair et net, quoi. C'était pour dire aux enfants, oh, vous arrêtez vos merdes. Ça, ils ont foutu des présidiaux sur toutes les côtes. C'est ça, ouais. Exactement, ouais. Donc, et l'Empire Ottoman faisait vraiment une lutte pour péter les présidiaux. C'est ça. Et voilà, donc ça devrait être beaucoup mieux géré à ce niveau-là. Parce que voilà, les pirates, déjà, tu les trouves pas facilement. Quand tu les trouves, ils font mal, et puis après, ils se cassent de toute façon. Ah bah oui, mais ça, c'est aussi le système de naval qui est mal géré, par exemple, dans Europa. Et pas du tout géré dans ces cas-là. Oui, dans ces cas-là, c'est catastrophique. Hein. Franchement. Mais... dans ces cas-là, il y en a pas. Oui, c'est le problème. C'est hallucinant, quoi. Et il devrait se réveiller au moins prendre un petit truc de merde. Tu sais, quand t'as les 50 vikings en leur dracar qui viennent piller Venise, qui a 200 galères, et tu te dis what the fuck, Venise peut pas se défendre. Et ça, tu peux même pas défendre Venise, quoi. C'est. Venise, si elle veut gagner, faut qu'elle attaque. Faut pas qu'elle défende. C'est ça, effectivement.
Et là où c'est bon, par contre, quand même un peu mieux géré dans le U4, à ce niveau-là, on Oui, le oui, félicitera oui, moins de oui. ça. Oui, c'est quand même mieux quand même, ouais. Ça c'est clair et net. Et oui, alors en partie aussi, pour Naples et deux Siciles, je les trouve trop puissants dans le U4. Enfin, je trouve quand même que c'est vraiment une base trop puissante par rapport à ce que ça devrait être. C'est-à-dire que c'est trop riche? Ouais. Oh, il y a quand même un très gros écart entre le nord et le sud de l'Italie. La Sicile est peut-être un peu riche, mais alors Naples, c'est super pauvre la région. C'est Oui, très très Naples, oui, bas, mais très très faible. j'ai pris le truc en commun, mais oui, la Sicile, moi je trouve que c'est un peu trop riche par rapport à ce que ça devrait être. Ah, la Sicile, c'est peut-être un peu riche, oui. Mais après, Parce que- le nord d'Italie a encore été up Oui, oui, là. oui, non mais oui. Mais si je connais parce qu'en plus maintenant qu'ils ont rehaussé un peu tout ça, hop, tu te fais ta petite armée au sud et tu pars à la conquête de l'Italie, c'est un peu trop simple. Ouais. Moi je trouve que c'est un peu trop simple. D'unifier l'Italie à partir de Naples. Ouais. Oh, c'est chaud, surtout tant qu'elle a pas quitté l'Empire, les territoires nord sont plus riches. Oui, mais tu t'en moques, pendant ce temps-là, tu te fais les territoires du pape et tu te fais les territoires à gauche à droite. Oh, même, tu sais que le pape maintenant il est aussi puissant que Naples, hein, du coup. Comme il a des nouvelles provinces, un hub et un hub de BT global, il fait le quart de Naples, mais il est presque aussi fort, dès le début. D'ailleurs, du coup, c'est plutôt le pape. Le pape, lui, par contre, oui, il a peut-être une bonne carte à jouer. C'est devenu Oui, une faction très jouable qui peut facilement unifier l'Italie, peut-être. Par contre, j'espère vraiment qu'ils vont revoir le système du royaume de Dieu qui est vraiment pourri. Hein. La décision. c'est nul. Ouais, et surtout empêcher. Parce que vous êtes dans notre pays, vous voyez le pape qui se développe vachement sur un plan temporel. Ah, mais attends, c'est quasi impossible gaffe, de les créer gars. le royaume de Dieu. Il y a trop de conditions. C'est le pays le plus dur à créer du jeu, comparé à tous les autres qui n'ont qu'une petite liste de provinces. Lui, il a 20 provinces à réunir, c'est Ouais, monstrueux. mais ça apporte pas assez de choses. Normalement, du crée le royaume de Dieu sur Terre, c'est oh mon Dieu, le pape il se proclame monarque universel et les populations catholiques se révoltent un peu partout. Et Tu voudrais que ça déclenche toute une série d'événements à travers l'Europe? j'aimerais moi que ça déclenche. Ça pourrait être moi, stylé. j'aimerais. Moi, voilà, que ça déclenche Ouais, une série Mais d'événements, dans ça tous les cas, m'intéresse c'est pas. effroyablement dur à créer, hein, le royaume d'Italie. Le royaume de Dieu sur Terre. C'est bien plus dur à créer que l'Italie, par exemple. Il y a 4 fois plus de corps à posséder. Ouais, non, mais je sais. Je sais très bien. Mais bon. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, les enjeux du pape en Italie sont moyennement clairs enfin, sont moyennement bien représentés dans Medieval, dans Crusader King 2 et Europa 4. C'est un état Tout à comme fait. un autre, alors Tout à fait. que son enjeu est différent. C'est Oui, une lutte, oui, comme oui. tu disais, c'est une lutte contre l'empereur déjà. Déjà la lutte contre l'empereur, puis après Innocent III et la problématique de la théologie, de la théocratie universelle. Innocent III, quand même, je vous rappelle que c'est celui qui est le suzerain du roi d'Angleterre et du roi d'Aragon. Le type, il a réussi à vassaliser quand même l'Angleterre et l'Aragon. C'est violent, mais bon, ça c'est pas du tout représenté dans le jeu. Oui, mais ça, après, c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, c'est que c'est global, il manque un aspect politique à la C'est ça. religion. C'est ça, exactement. Elle est trop dans les arrière-plans. Et elle est Et pas d'ailleurs, sur par le contre, premier plan. ce qui est aussi dommage, enfin, mais après, ça, c'est on pense au mécanisme, le nouveau système de catholicisme sur E4, enfin, le nouveau, le dernier, je trouve qu'il manque ce côté un peu interaction. Parce que justement, ils avaient toujours voulu faire une chrétienté, enfin, une religion catholique où tu es obligé un peu de t'investir, où ça arrive pas automatiquement, alors que là, on est revenu complètement au début de E4, où t'attends juste que ça arrive et tu t'endors. Oui, Là. que ça monte et après t'as pas envie d'aller concurrencer les Français et les Espagnols qui ont plein de provinces et donc qui auront la papauté. Alors tant que ça monte pour choper ton plus 1 en stab ou je sais pas quoi. Voilà, non mais c'est ça. Hein. Ouais, mais ça, c'était très très mal représenté. Mm. Tout à fait. Et mais par contre, un point, bon, ça c'est notamment c'est parce que Restif le rappelle tout le temps. Enfin, mais on avait dit le côté dynastie est très mal géré actuellement sur les jeux. Par exemple, bon, bah, déjà, t'as le fait que les Medici sont virés de Florence au bout de 10 ans à chaque fois, et encore, je suis gentil. Ouais. Alors que eux, dans l'histoire du je m'accroche à mon siège, ils ont bien duré. Oui. Et ouais, ce côté dynastique est mal géré. Ce côté lien qui unissent les cités entre elles. C'est vrai. Ouais. Et c'est pas que du mariage royal parfois. Ah non, Enfin, non, non, non. ce sont des liens plus profonds et c'est très très mal géré. Les amitiés qu'ils peuvent avoir. Et parfois, Oui. quasiment, enfin, en fait, il faudrait quasiment un système de coalition qui serait beaucoup plus ouvert pour eux. C'est ça, Avec, oui. avec le fait qu'ils se luttent contre quelqu'un. Alors, le système de rivaux permet un peu de représenter ça.
Ouais, à une moindre échelle. Mais ça reste assez ridicule. C'est ça. Avec le fait que t'aimes bien tel pays, mais alors toi t'aimes pas telle personne, avec le fait que t'aimes bien telle personne, mais t'aimes pas tel pays, Ouais, c'est ça. et on peut pas s'encadrer, on se fait des bisous quand même. Et aussi, mais d'ailleurs, la guerre en Italie, enfin, les guerres des cités-États en elles-mêmes, avec les condottières, c'est assez mal représenté. Ah oui, y a rien. Y a rien. Ouais, parce que à l'époque, en gros, tu t'envoyais, je sais pas, 1000 condottières se battent entre eux, c'est youpi, ils sont battus, bon bah j'ai gagné, et la conséquence, oh bah j'ai gagné. Ah mais là, attends, là il faudrait un jeu qui soit centré sur l'Italie avec 1000 provinces en Italie, etc. Dans un jeu à l'échelle d'Europa, on s'en fout en fait de deux micro-cités qui se font une guerre avec 1000 hommes. Attention, là c'est imaginaire dans les jeux vidéo, s'il y a un jeu qui représente ça, ça serait très intéressant. Attention parce que pour les communautaires, en fait, ils s'arrangeaient souvent entre eux. Oui. Qu'on dit pas parce qu'ils se connaissaient tous en fait. Donc, Et puis ils voulaient pas se tuer. Et oui, ils voulaient pas se tuer, donc ils voyaient, ils disaient bon bah écoute tu dégages, je te paie, et puis on dit que j'ai gagné, et puis et ça se passait souvent comme ça, hein, parce que je sais plus, je crois qu'il y a eu un moment, il y avait eu entre deux souverains, je crois que deux communautaires, ils avaient fait même un combat factice en gros. Ils avaient dit genre centime contre centime, ouais tapez-vous un peu mais sans plus, puis vous vous enfilez au bout de 3 minutes, et puis voilà comme ça les autres ils verront qu'on a gagné, que vous avez perdu, et allez à la prochaine quoi. C'est donc c'est pour ça que ça leur fait mal quand les Français ont débarqué, parce que quand les Français ont débarqué en Italie avec des vraies armées. Voilà, ouais, eux ils étaient pas là pour rigoler, donc ça leur fait mal au cul quoi. Ça c'est clair et net. Mais ils se sont pas trop mal débrouillés d'ailleurs hein, sur malgré le fait que ça leur a fait mal au cul, ils ont réussi au bout d'un moment à se relever un peu. Ah oui, bon, oui. Bon après ils sont chercher des mercenaires suisses, c'était pas la même chose. Voilà, surtout avec les Suisses, merci, et avec les Allemands, et on se connaît. Italiens eux-mêmes, même les Espagnols. Le problème de la France au début du XVIe siècle, c'est quand même une cavalerie monstrueuse et une artillerie qui est au top. Donc les deux ensemble, ça fait un peu mal au fion, quoi. Bah, c'est le cas de le dire. Et surtout quand après t'as quelqu'un dans le tas qui s'appelle Pierre Terrail de Bayard, chevalier sans peur et sans reproche, qui te tient un pont à lui tout seul contre 300 Espagnols. Ça te fait mal au cou, ça te fait mal au cou, aux couilles, quoi. Un peu, hein. Bon, gros blanc. Ouais, de toute façon, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les cités italiennes. C'est tout, ouais. Donc on se dit, attends 2 semaines pour ça, donc le 25. Comme je l'avais dit sur la présente émission, Farah, si t'es partant, on pourrait la faire sur les hordes, sur les différentes hordes qui ont déferlé sur l'Europe. Oui, c'est un sujet qui est très intéressant en effet. Et comme ça, là je suis chaud. On suivrait un peu Horse Lords. Ouais, bonne idée, effectivement. Et ça permettra d'ailleurs de parler un peu de la sortie du jeu, enfin du DLC et de voir ce qui est bien et pas bien. Ouais, et vu que moi je vais toucher des sous, à mon avis je vais acheter le DLC maintenant, au lieu d'attendre. Tu vas investir ton budget dans Horse Lord. Ah, si avec ça on te l'aurait offert pour que t'ailles modé, c'est ça? Oh, mais je crois qu'on me l'avait déjà offert une extension. C'était Sons of Abraham, je crois. Sons of Abraham, t'avais offert. C'était vraiment sympa ça. Oh, merci, ouais. En plus, ça avait donné lieu à une bonne évolution de ton mode. Ouais, vachement, ouais. Ça avait bien évolué. J'ai ajouté un bon truc sur l'islam. C'était pas mal. Bon, on va vous souhaiter une bonne fin de journée à tous, un bon week-end. Il y a des choses de... Donc ce soir, il y a GPO U4. Oui. Si ça marche. En espérant que ça se passe pas trop mal. Mais au-delà de la GPO, maintenant je me méfie de l'attitude des joueurs, qui ont tendance à être assez peu patients et énervés. Après, bon, en même temps, ça fait quand même plusieurs semaines que là, ça marche pas du tout, donc c'est vrai que ça énerve un peu les gens. Mais ça manque de patience. Mais sinon, Dider, avec Archange, j'avais prévu faire une GPO. Oui. Avec des systèmes à points, en fait. Des systèmes à points. Ça, ouais. C'est-à-dire, en gros, il y a des objectifs pour chaque pays à atteindre. Archange m'avait parlé de ça, et l'Arc aussi m'avait parlé de ça, et j'ai toujours trouvé ça un peu foireux parce que personne n'arrive à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et surtout, t'imagines, il faudrait trouver des objectifs à points pour 40 pays, 40 joueurs qui en plus ne démarrent pas à égalité.
Ah, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi j'imagine, enfin, je pense que je connais assez des pays pour savoir. Et puis après, ça serait plutôt sphère. Il faudrait que ce soit évolutif, parce que, je sais pas, une fois que le Daiviet a bouffé toute l'Indochine, il faut lui trouver un autre objectif, va t'installer en Chine ou va t'installer en Indonésie. Mais, oui, non, mais tout à fait. Voilà, mais moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par exemple, pour la France, si tu as les frontières naturelles, pour moi, d'un point, enfin, tu gagnes des points. Par rapport à ça. Ouais, mais après, comment tu évalues les points? Ah oui, c'est ça le truc. Comment tu veux les points? Qu'est-ce qui est... etc. Parce que du coup, avoir les frontières naturelles de la France ou avoir les frontières naturelles de l'Italie avec Venise ou Gênes, est-ce que c'est équivalent en points ou est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Parce que au final, avoir les frontières naturelles de l'Italie avec Gênes, c'est bien plus dur que d'avoir les frontières naturelles de la France avec la France. Tu vois, le problème, c'est que ce qu'on entend par frontières naturelles, en fait, c'est pas réellement naturel, c'est un objectif historique et stratégique. Donc en fait, c'est d'avoir les mêmes frontières que la Gaule. Si tu prends Venise, on peut dire, voilà, si tu formes l'Italie et que bon, c'est assez respectable comme pays, c'est-à-dire derrière bouffer un peu le sud, pas tout, mais tu vois ce que je veux te dire, et le nord, que ce soit un vrai pays respectable, on t'accorde un point. Mais si par exemple, qui est un objectif de Venise, qui est terre d'Orient, tu libères Constantinople avec une petite partie de la Grèce, on t'accorde aussi un point. Et tu vois, voir pays par pays, selon leur histoire, l'objectif stratégique et historique, etc. ça peut se tenter, mais ça sera un énorme travail pour voir pour penser à tout ce que les joueurs peuvent tenter et faire. Bah oui. Et après, je pense aussi, après moi, c'est aussi en termes d'équivalence, quoi, parce que après, il y a des joueurs qui vont, parce qu'il y a forcément des joueurs qui vont râler en disant, mais moi, j'ai fait un truc extrêmement dur, pourquoi j'ai pas plus de points que lui qui a fait un truc très lambda? Eh bien, je répondrai, ta gueule, c'est magique. D'accord. Parce que, pour en revenir, les frontières naturelles d'un pays à un autre, c'est pas la même en termes de difficulté. Les frontières naturelles, moi je parle de la France, parce que ça a été vraiment quelque chose qui, depuis 1444 et la proclamation de Louis XI, qui est au cœur de la stratégie historique de la France. Tu vois, donc les frontières naturelles de la Russie ou de l'Allemagne, ils s'en branlent. D'accord, mais ouais, mais un joueur qui te dit en début de partie, moi mon objectif avec la Russie ou avec le pape ou avec Gênes, c'est essayer de faire le pays actuel, de faire un pays à peu près des frontières à peu près historiques. Non, on dirait non, pas du tout, parce que. Donc mais voilà, t'imposes au joueur une série d'objectifs. Après, s'il fait. Moi, ce que je me disais, c'est qu'après, s'il fait une autre action qui n'est pas prise d'objectif, mais genre un truc grand, genre arriver à conquérir un pays, etc., on peut lui accorder un point en plus. Pour que ce soit adaptatif, comme il aime le dire Archange en ce moment. Voilà, par exemple, Archange me dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, faire l'Italie avec Milan, c'est un gros objectif. Ça, je suis d'accord avec lui qui accorde des points. Venise le peut, mais elle pourrait être aussi orientée autre part, en disant Venise, tu as aussi des intérêts en Orient. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et après, si Venise, je sais pas, moi, décide d'aller coloniser l'Amérique, c'est pas prévu dans les points, mais on peut lui accorder un point en plus et elle colonise, tu vois, beaucoup de régions. Ça peut. Après, bon, ça peut être intéressant, mais ça demande beaucoup de travail. Mais on va travailler ça avec Archange, un joueur qui est chaud du steak. Et puis il faudrait pas trop de joueurs, il faudrait un truc, un petit comité plutôt. Ouais, 40 joueurs, ça me paraît peut-être un peu trop. Et peut-être plutôt d'ailleurs des pays européens. Oui, moi je pense aussi qu'il faudrait mieux tourner vers les pays européens. Après, on peut toujours accorder pour le Japon ou pour la Chine, c'est pas non plus à la mort. Pour les pays musulmans aussi, pour les pays musulmans par exemple, un des grands objectifs, c'est justement d'unifier le Dara à l'islam. Un truc qui donnerait pas mal de points. Ça peut être une option. Voilà. Donc sur ce et sur ce projet très polémique, on va souhaiter une bonne journée à tout le monde. Ouais. Donc oui, GPO ce soir, c'est 10h, il n'y a rien d'autre de prévu pour le moment cet après-midi. Ça va être improvisation. Oui. Il n'y a jamais rien de prévu à part les soirées GPO. Tout le reste, c'est toujours qui est là, on fait un multi de ci ou on fait un multi de ça. Donc. Ouais, donc sûrement du Age of Empires ou des choses dans le genre. Voilà. Allez, bon après-midi à tous, bon week-end. Ciao.